Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends, qui est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics par leur travail. Et vous l'avez remarqué, en cette fin d'année, nous avons repris notre tour de France des éditeurs comics, qui heureusement sont tous basés à Paris ou presque, ce qui nous permet d'économiser en carburant puisque ça coûte cher. Mais ce qu'on fait, vous l'avez donc remarqué, c'est que on reva à la rencontre des éditeurs de comics en France, donc pour faire un petit peu le bilan de l'année écoulée et aborder les nouveautés à venir en 2023. Et après avoir accueilli François de Urban Comics ou Sullivan de iComics, eh bien, nous avons le plaisir de retrouver avec nous aujourd'hui, c'est un invité régulier du podcast également, Nicolas Beaujoin de 404 Comics. Salut à toi, Nicolas. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais très bien et je remarque que le podcast devient de plus en plus professionnel. Je pense qu'il faudrait vous aider et vous financer. Vous avez peut-être un système pour vous financer ? Oui, on a une page Tipeee. Quelle passe décisive incroyable. C'est vrai que si vous appréciez ce type de podcast, on peut le dire en début de l'émission, c'est vrai que nous avons une page Tipeee qui vous permet donc de contribuer à la vie et au long terme surtout du podcast. Mais également avec nous, il y a Corentin. Oui, et contribuer à la vie en général. Voilà. Aussi. Si vous donnez de l'argent, vous encouragez la vie. Et Corentin, tu vas bien aussi, je crois. Bah, je commence à guérir de ma grippe. Désolé pour la quinte de tout du dernier front page. Et toi, Arnaud, ça va ? Ça va, je suis enroué. T'as pas la même voix grave que l'autre fois. Non, j'ai pas la même voix grave que truc et j'ai une voix plus nasillarde, je pense, donc parce que j'ai des kilos de morve dans les narines là en ce moment. Donc je vous passe les détails. Bon appétit. Mais c'est rigolo. Tu n'as pas passé les détails, tu les as plutôt Voilà, exposés directement. Des kilos de morve, voilà. Alors très sincèrement, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais on n'est pas là pour parler de mon rhume, mais on est là pour parler de comics. Donc Nicolas, la question que je pose un petit peu au départ, c'est un peu ton ressenti de ton côté, donc par rapport à 404 Comics. Qu'est-ce que ça a été pour toi 2022 ? Une année étrange parce qu'on a eu des super belles surprises et puis d'autres moins. Mais avec ce sentiment que le travail qu'on fait sert à quelque chose, donc en tout cas on a des gens qui ont envie de découvrir nos livres, donc c'est super quoi. On a eu en fait deux super surprises qui étaient le premier tome de We Live et à ma grande surprise, mais pour le coup dans le bon sens du terme, l'accueil fait à Everything, parce que moi c'est un titre que j'aimais énormément, mais je pensais pas qu'il allait, très sincèrement, je pensais pas qu'il allait atteindre autant de lecteurs. Et donc c'est une vraie joie. Puis c'est aussi l'année où on a commencé nos productions avec Mundus. C'est la suite de Jonas, c'est plein de choses, mais c'est vrai que le fait que Everything en fait ait aussi bien marché nous a permis d'enclencher justement cette nouvelle année avec plus de sérénité sur nos choix éditoriaux, enfin sur les miens, genre on est pluriel, je suis légion, mais d'aller vers des titres qui en tout cas résonnent plus avec moi et avec plus de confiance en fait dans le fait de les apporter aux lecteurs, en me disant que finalement peut-être que l'électorat est beaucoup plus prêt à recevoir ces œuvres-là que ce que je pensais au départ. Et est-ce que tu penses que en termes de production, enfin les efforts que tu fais aussi sur la fabrication, puisqu'on le rappelle dans ce podcast, on t'a surnommé le baiser de la fab avec un petit copyright. Ouais, t'es le seul éditeur à qui je me permets ce genre de truc, faut que je te l'avoue. Mais voilà, est-ce que tu as remarqué peut-être aussi un affect du lectorat quand même sur l'objet livre et sur le soin justement que t'apportes cette assistance? Ça veut pas dire que ça fait tout, parce que Everything ça reste une bonne BD à mon sens, au-delà du soin que t'apportes là-bas, mais ça fait quand même, ça participe un peu au fait que 404 s'est un peu démarqué justement, on va dire, par rapport au reste des éditeurs, ou justement que ça a apporté quelque chose en plus. Est-ce que tu le ressens toi ou pas ? Je remarque que les lecteurs remarquent. Je sens qu'en fait cette idée-là circule, mais quand tu parles d'effort, pour moi c'est pas un effort, c'est juste que je veux faire en fait. C'est pas comme si je me disais waouh, il faut absolument faire des fabs de dingue en plus. Non, c'est comme ça que j'envisage mon travail et comme ça que j'envisage de publier les livres. Donc en fait c'est pas un effort, c'est naturel. Donc c'est parce que c'est les livres que je veux faire moi et c'est ceux que je voudrais acheter. Donc c'est pas un effort, voilà. Mais par contre, effectivement, les retours qu'on a très souvent font que les gens disent ouais merci, vos titres sont super beaux, ils sont différents et tout. Et super si c'est la manière avec laquelle les gens nous identifient et en tout cas nous différencient des autres quoi. Mais je dois avouer que c'était pas pour être différent, c'était juste pour faire. Donc après si d'autres nous suivent, super. L'idée c'est qu'en fait
de réinsérer en fait le métier d'éditeur au sein de la BD américaine d'aujourd'hui, c'est-à-dire en fait d'envisager une œuvre et ensuite de la publier dans un format qui lui convient, qui soit un format en termes de taille ou en termes de choix de fabrication. Je pense que c'est juste un retour à un métier de base qui est celui de l'éditeur, mais qui a effectivement quand même tendance à disparaître de toute façon dans toutes les maisons, qu'elles soient littéraires ou autres, mais c'est ça qu'on veut nous pousser. J'arrête pas de dire nous alors que je suis tout seul. Ouais. C'est terrible. C'est le nous J'ai un vrai éditorial. problème d'ego, je pense. mais donc voilà, on fait, parce qu'il y a comme des équipes, donc là je peux dire on fait ça juste parce que c'est comme ça qu'on a envie de le faire tous, quoi, je crois. Enfin, c'est comme ça que j'ai présenté le projet, c'est comme ça qu'on m'a validé le projet, et si les gens y répondent et sont sensibles en tout cas à ça, c'est super. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde s'y mette, essayer de sortir en fait la BD américaine de son côté juste collection, suite de collection. C'est ça qui m'intéresse moi en tout cas en tant que lecteur, quoi. Donc t'as toujours cette réflexion, un album égale une signature sur la reliure, un format particulier, un poids particulier aussi. On a vu pour Zombie World qu'il était par exemple assez léger, ce qui nous a un peu surpris d'ailleurs quand on l'a reçu. Enfin, pas forcément négatif, mais t'as toujours ce côté en fait, un objet, une idée, chaque album a sa vérité et tout. Ouais, non, mais clairement, ouais, c'est super important pour moi parce que c'est la façon dont tu prends, je pense, un livre en main, en fait, le poids qu'il a, la texture qu'il a et tout, va définir aussi en grande partie l'aventure que tu vas vivre en le lisant. Donc c'est pour. Après, il y a des gens qui sont pas du tout sensibles, hein, je le sais très bien, mais je sais pas comment faire autrement moi, parce que j'ai l'impression de pas faire mon boulot en fait. Donc je le fais, mais effectivement, les choix de papier qui rendent le livre plus léger ou plus lourd et compagnie, c'est super important. Et on va continuer en tout cas. Enfin. L'année prochaine, il y aura encore des fabs que même moi j'ai jamais fait en fait. C'est-à-dire que couverture 3D. Non, sans aller vers le gadget ultime. Si tu veux pas faire une couverture en odorama, alors, je vois pas pour quel livre, mais pourquoi pas. moi je te donne des idées et tout. Je retiens tes idées. Ouais. Me regarde pas avec ces yeux-là, ça me fait très peur. Mais non, ouais, tu mets un coup de kérosène, tu vois, ça. Ouais. Pull cramé, l'album pull cramé. Pour le Blue Flame, en fait, une odeur de gaz, tu vois, qui fait peur aux gens, l'impression que tout va péter chez eux. Ouais, là, pour le coup, ce serait quand même très très cher en plus pour un gadget vraiment ultime. Donc non, mais en tout cas, on a des fabs. Là, j'ai découvert un système de fab que j'ai jamais fait directement, qui s'appelle le cold foil, en fait, qui est le foil à froid. Et donc là, je vais le faire sur The Blue Flame, ce qui fait que ça fera des effets encore nouveaux. D'accord. Et sur la sortie d'ailleurs de Zombie World que t'as pas évoqué, on sait que c'était un projet un peu important pour toi au niveau personnel. T'es plutôt content du lancement, des retours? Ah, moi, je suis content de l'avoir édité. Ouais. Ensuite, c'est pas un titre, c'est un titre, c'est du fond de catalogue, enfin, pas du fond de catalogue, mais du back catalogue, on va dire, parce que c'est pas un titre récent, c'est un titre qui peut intéresser que certains types de lecteurs aussi. Genre, on va pas parler à tout le monde avec ce titre-là. Moi, je suis super content d'avoir édité dans cette forme-là, parce que c'est la forme que j'ai toujours rêvé d'avoir pour le lire, moi. Et donc de l'insérer comme ça dans son grand format avec cet offset super bouffant teinté dans la masse et tout, de l'intégrer en fait dans l'histoire qui comme une espèce de pierre, tu vois, qui viendrait faire le lien en fait entre le franco-belge et puis la BD américaine. Ce qui est l'importance de ce titre-là pour moi en fait. Donc tu nous ramènes Mignola bientôt ou Ah, pas moi, non, ça c'est pour Thierry, c'est pour Thierry Mordès, c'est pas du tout mon histoire. Une joint venture au pire, tu vois. Et en plus, tu vois, c'est pareil, tu vois. Bon, enfin, vu le nombre de trucs de Mignola cachés à Delcourt, c'est plus à Delcourt de s'en occuper. Oui, Delcourt Soleil, parce que je crois qu'il y en a un peu chez. Non, il y a pas. Non, le cycle de l'épée, je sais plus chez qui il est. Ça doit pas être récent. Hein. De quoi? Le cycle de l'épée? C'est chez Soleil. Bon, non, ça me dit rien. C'est un détail, mais pareil, tu vois, quand j'ai signé le titre, il y a des gens qui ont dit mais pourquoi c'est pas chez Delcourt. Je pense qu'en fait Thierry s'en foutait un peu, enfin très sincèrement, hein, pour lui c'était pas un titre important dans l'histoire de Mignola, et en tout cas de ce qu'il faisait avec Hellboy et avec tout l'univers de Hellboy. Donc je pense que ça l'intéressait pas, je pense que c'est pour ça qu'il y a jamais été, parce que j'imagine, je suis pas du côté de Dark Horse sur cette histoire, mais quand j'ai fait de ma demande, je me suis dit de toute façon Carrie, la vendeuse de droit, va appeler Delcourt pour leur dire on a une proposition, est-ce que ça vous intéresse. Enfin, j'espère que ça a été fait en tout cas, parce que je voudrais pas qu'on croie que j'ai voulu faire un enfant dans le dos à Thierry Mordès, c'était pas du tout l'idée. Mais en fait, quand je l'ai fait, je me suis dit, si jamais de façon Delcourt et Thierry Mordès sont au courant et qu'ils veulent le faire, ils le font, c'est très bien. Enfin, tu vois, c'était pas grave. Je me suis juste dit, tiens, ce titre-là existe. Si personne veut le faire, moi, je veux bien le faire, quoi.
Voilà. Donc non, content, en tout cas content de l'avoir fait, content qu'il fait pas, tu vois, 200 ventes par semaine, mais il vit très bien, tu vois. Et je pense que c'est un titre qui continuera à vivre, tu vois, sur les 2-3 années à venir, quoi. Donc je suis pas inquiet là-dessus, en tout cas. Et justement, puisqu'on a évoqué quand même la fab juste avant, je veux savoir un peu quel impact ça a pu avoir sur tes décisions de fabrication, tout ce concept de la crise des matières premières, des papiers ou des transports aussi qui a un impact sur les maisons d'édition, qui a forcément un impact sur toi, même si l'avantage, vu que tu es dans le groupe Editis, c'est que c'est peut-être plus facile d'ajuster justement les commandes puisqu'elles sont faites au sein d'un grand groupe. Ce qui a modifié les choses, c'est que j'ai accès à moins de choses qu'avant. C'est-à-dire que vu les coûts qu'il y a aujourd'hui, les groupes, les gros groupes en fait achètent maintenant, tu vois, sélectionnent en fait en amont des papiers qu'ils achètent, et donc on a moins de choix en fait, donc je dois sélectionner moi dans ce qui est disponible. Ce qui fait que par exemple on avait et on a toujours la velléité de continuer à imprimer en France, principalement chez Paulina. Mais pour par exemple Zombie World, le papier que je voulais absolument, c'était vraiment ce papier-là, et en fait ça me coûtait plus cher, et même en bilan carbone ça aurait été désastreux de le faire revenir d'Espagne, donc j'ai préféré le fabriquer en Espagne. Mais c'était pas un choix d'aller fabriquer là-bas, c'était juste pour aller là où le papier était, pour éviter de lui faire des allers-retours complètement stupides qui auraient coûté une véritable fortune. Donc oui, on est impacté. Maintenant, on n'a pas une économie, si tu veux, on se dit pas, quand on fait nos comptes d'exploitation, on va vendre 50 000 exemplaires de tel bouquin. Donc de toute façon, les économies sont toutes petites et nos marges bénéficiaires, quand il y en a, sont toutes petites. Donc à partir du moment où mon CEP il est dans le vert, en gros, c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, je le fais. Mais par contre, je me tape des crises de fou rire. Je ris jaune vraiment quand je reçois les devis. Hein. Mais vraiment, je pensais pas un jour dans ma vie voir ces prix-là à l'unité. Quoi. Mais parce que ça a augmenté de combien de votre côté pour du papier ou pour c'est quoi? C'est multiplié par 2, par 3, par 12 Presque par 2. Par 2? Presque. Et comment on fait pour essayer d'amortir ça alors? C'est parce qu'on a vu tous les autres éditeurs qui augmentent de 1 euro et tout ça, mais c'est-à-dire qu'en fait cette augmentation-là permet juste de réduire un peu ce que vous investissez dedans, mais pas de rembourser totalement en fait, enfin pas de renflouer. Je pense que de toute façon chaque éditeur et chaque maison va travailler différemment et voir les choses différemment. Il y a beaucoup d'éditeurs qui effectivement vont travailler avec des codes prix et donc dire les bouquins de 120 pages c'est tant, le machin bidule, t'augmentes tes prix quoi. Moi ce que je fais, en tout cas ce que je vais faire par exemple sur les séries, c'est à la livre ne bougeront pas de prix. Tu vois, Jonah, le dernier tome sera toujours à 14,95. C'est fondamental pour moi quand tu fais une série. Voilà, on fait l'effort, si tu veux, on se fait mal là-dessus, mais on le fait. Et après, quand tu es sur un one-shot, ou alors que tu fais quand tu réunis 2-3 tomes pour faire un titre, tu le travailles sur ce tome-là, en fait, ton tarif. C'est-à-dire que, si les gens regardent pour l'année prochaine, nos prix vont augmenter. C'est-à-dire qu'on a des titres qui vont faire 128 pages qui vont être à 19,90 parce qu'on n'a pas le choix. Mais par contre, je peux compenser, c'est pas compenser, mais en fait, ça me coûte moins cher d'agrandir le format et donc d'augmenter le prix. Ça me permet d'avoir le sentiment de justifier, en tout cas de faire passer quelque chose là-dedans. Voilà, donc on s'adapte à chaque fois sur chaque titre pour essayer de trouver le prix qui nous paraît le plus acceptable, en tout cas pour les lecteurs. Mais bon, après, les livres, ils ont un coût, malheureusement, et on peut pas passer à côté, quoi. Donc, D'ailleurs, par rapport à ça, on sait qu'il y a une crise, on sait qu'elle impacte tout le marché de la BD, pas que d'ailleurs. Toi, tu verrais une sortie de cette problématique-là pour l'année prochaine, ou est-ce que vraiment c'est un truc qui va encore durer? Parce qu'il y a d'autres éditeurs qui disent que ça va durer vraiment des années, des années. Non, là, des c'est années. foutu. Hein. C'est foutu. C'est foutu, et puis ça va pas s'arranger. Non, mais là, on va pas faire un explosé d'économie, mais si, en fait, si. Petit 1, mais non, mais on sait très bien, par exemple, qu'économiquement, les premières entreprises qui vont commencer à dire qu'il y a des problématiques, ça va être à partir de janvier, quoi. Mais ça, c'est économiquement, en fait, on sait très bien que voilà, il va y avoir des déficiences d'entreprises à partir de janvier, ça va commencer à tomber, quoi. Donc là, on va rentrer dans un cycle qui est de toute façon désastreux. Et puis la guerre d'un côté, le Brexit de l'autre. Là, on est dans une période qui fait que de toute façon, il y a des gens qui essayent de faire beaucoup d'argent sur les matières premières, dont le papier fait partie. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une pénurie de papier. C'est juste des mecs qui boursicotent sur les prix du papier. Point final. Donc ce truc-là, il va pas disparaître du jour au lendemain. Et en plus, il faut pas oublier une chose, parce que là, on parle du papier, on a l'impression que le livre est le plus gros consommateur de papier. Non, c'est le PQ.
C'est une réalité. J'en discutais. Non, mais je faisais pas de blague. J'en discutais avec des gens de chez Gallimard l'autre jour. Ouais. Et il me disait, on essaye d'avoir le papier qu'on veut et tout. Et en fait, le fabricant chez qui on achète notre papier, il dit, vous représentez 4% de mes ventes, quoi. Donc en fait, si tu veux, comment est-ce que tu veux te battre, tu vois, quand tu représentes rien. Donc en fait, les pouvoirs publics, j'imagine, n'investissent pas du tout le sujet. De toute façon, l'économie de marché fait que l'État est. Ouais, mais il y a des blocages de prix parfois en cas de pénurie, tu vois. Oui, mais c'est des papiers qui sont pas fabriqués en France, ils sont fabriqués en Europe, au nord de l'Europe, ouais. Très souvent en fait. Donc c'est compliqué, et en plus c'est vrai que le fait que le transport est augmenté, t'as quand même beaucoup de boîtes qui fabriquent notamment tout ce qui est boîtes de jeux et compagnie pour la fin de l'année, tu vois, tous les trucs que tu trouves chez ton buraliste avec j'ai fait ça en plus, c'est terrible, je me sens sale quand je dis ça. Tu sais, t'achètes je sais pas un faux bouquin, et puis t'as 2 verres, et puis tu sais, et puis t'achètes ça à grand-mère, tu vois, et puis à tonton, quoi. Et ces trucs-là sont fabriqués en Chine, donc ça coûte une fortune aussi. Donc ces gens-là, en fait, certaines fois, en fait, ont rapatrié quand c'était possible certaines productions. Donc ça nous fout aussi le truc en branle, enfin tu vois, de l'autre côté, parce que ceux qui achetaient ici, qui fabriquaient ici, ont du mal à retrouver les mêmes produits parce que les autres sont revenus de Chine en se disant finalement on va fabriquer ici. Bref, c'est un bordel sans nom, et j'aurais envie de dire c'est presque que le début. Ok. Bah super, merci beaucoup. Merci. Du coup là, ma question dans cette logique même, pour parler un peu est-ce qu'on va tous crever, Nicolas? Alors c'est une certitude. Ouais. Je voudrais pas spoiler quoi que ce soit. T'as spoilé la vie. Je crois qu'à la fin, c'est pas beau. Enfin, donc il faut plutôt passer notre vie à se préparer à ce moment-là et à laisser les choses en état. D'accord. Bon, instant philosophie après économie. Ouais. Le roi se meurt. Du coup, moi j'avais une autre question à te poser. C'est un peu ton avis, par contre, sur la dynamique du marché, mais pour les comics, parce qu'on te voit aussi souvent, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tous les vendredis, c'est le point ronchon, de Nicolas Beaujean, qui râle sur le GFK en disant que voilà que les tendances des lecteurs c'est d'aller surtout vers des trucs à très petit prix, et que sinon le reste n'existe pas. C'était un truc que tu disais dont on discutait déjà un petit peu l'année dernière, mais t'as du coup sur l'année 2022 ces tendances sont pas ça s'est pas arrangé, il y a très peu de titres qui sortent du lot qui sont pas ou des licences ou des produits à bas prix, quoi. Mais tu crois pas à l'effet de rebond à long terme? Parce que, tu vois, toi, t'édites Cantwell, par exemple. Cantwell, il a fait Iron Man, chez Marvel. Qui est pas édité en France. On pourra imaginer que... c'est dans le Marvel Comics, dans le mensuel. Donc c'est pas édité en France. On pourrait imaginer qu'à terme, il y ait des collections à petit prix qui fassent venir du Cantwell ou... Bon, après, Culbart, c'est plus compliqué, j'imagine, mais... Ouais, mais il y a pas de rebond. Très sincèrement, à part un mec qui, je sais pas, et je lui souhaite, Christopher, de faire un titre... son amour, s'il peut exploser, super pour lui, tu vois, très bien. Mais je suis très dubitatif sur le fait qu'un type qui va lire Iron Man, Namor ou ces trucs qu'il fait sur Thanos vont se dire putain, Everything c'est génial. Franchement, je suis très dubitatif. Peut-être ça va leur ouvrir les yeux sur la consommation. Non, mais je crois pas qu'il y ait de rebond. De toute façon, pour les Américains, faire du super-héros, c'est un rêve d'enfant, c'est jouer avec des figurines. C'est vraiment ça pour Christopher. C'est vraiment, il joue avec des figurines, c'est un gosse, on lui dit, ouais, vas-y, tu peux faire ça, il le fait, il est super fier, il le fait avec sérieux, mais c'est un jeu pour eux. Je pense qu'il y a ces deux mondes qui sont vraiment séparés, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de rebond entre les deux. Et c'est vrai que le marché, il est tout petit aujourd'hui sur le comics. Vraiment, on fait de l'indie, quoi. On est vraiment l'underground, quoi. Tu vois, la BD américaine, c'est vraiment underground à mort aujourd'hui. Et c'est vrai que les gens ont tendance à plus le marché se resserre, plus les lecteurs sont un petit groupe fermé, plus ils sont une espèce de consommation traditionnelle, quoi, on va continuer à acheter nos omnibus et puis pour certains finir nos collections à petit prix, quoi. Et donc c'est vrai que faire sortir des choses de ce marché-là, c'est très compliqué, quoi. Et un rebond qui viendrait plutôt de lecteurs franco-belges qui généralement sont justement plus, parce qu'il y a pas un genre dominant comme les super-héros. Ah, mais ça j'y crois beaucoup, mais après là le problème c'est qu'est-ce que font les libraires avec ça. Ouais. J'ai vu des briefings bien placés à Canal BD, par exemple. Alors, ça, par exemple, c'est un truc qu'on a vécu vraiment. C'est-à-dire qu'on a commencé la vie du titre a débuté dans le marché comics pur, c'est-à-dire ce segment-là, avec ces corners-là très particuliers. Et on a bien vu, en fait, sur nos ventes, qu'à un moment donné, les libraires classiques l'ont pris en main.
et qu'aujourd'hui, ils continuent à super bien vendre. Je suis surpris à chaque fois, toutes les semaines, de voir les chiffres. On n'est pas dans le haut du panier, si tu veux. C'est des bouquins qui vont faire 50 exemplaires semaine, tu vois. Mais c'est énorme pour nous, quoi, sur un titre comme ça. Ce qui fait qu'on a vraiment atteint les 3000 exemplaires vendus, et ils continuent à faire 50 exemplaires semaine, quoi. C'est à 200 par mois. On en est à la troisième réimpression du titre, quoi. Donc, c'est là qu'on a bien senti qu'effectivement, un autre lectorat s'en était approprié, et l'avait pris en main, en tout cas, et que si ce nouveau lectorat était arrivé, c'est parce que les libraires s'étaient dit, oui, celui-là, on peut le sortir du truc. Cette chose-là ne peut arriver que par les libraires. C'est pas moi qui vais décider ça. C'est vraiment les libraires, comment ils le vendent. Parce que si jamais tu le fous, comme j'arrête pas de le dire, mais si tu le fous au fond du magasin, dans ton corner comics, entre 3 Iron Man, tu vois, 2 Doctor Strange et 6 Batman, les mecs, ils vont pas y aller. Enfin, tu vois, c'est... Mais tu penses pas qu'il y a un travail de pédagogie, d'accompagnement? Genre, je pense que par exemple, Culbard, il est très connu pour avoir fait les adaptations de Lovecraft. Par exemple, moi, quand je les ai découverts, notamment Les Montagnes Hallucinées, je me disais, tiens, justement, ça fait très ligne claire, ça fait très franco-belge. Et je pense que c'est un truc que que n'importe quel éditeur pourrait en fait dire à un libraire, à savoir, t'es pas obligé de le conseiller aux fans de comics à t-shirt à motif. Tu vois que tu peux essayer de le filer à des gamins. De toute façon, le prochain Salamandre, non, mais bon. Salamandre, je pense pas qu'un lecteur de comics, celui qui est majoritaire dans le lectorat aujourd'hui, il ira lire Salamandre. Hein. C'est pas pour lui, de toute façon. À part s'il est très, très, très ouvert, tu vois. Mais alors là, c'est pas le Pékin moyen qui consomme du super-héros, quoi. Donc c'est vraiment, c'est autre chose. En plus, on fait un très grand format pour Salamandre. Il est sorti en tout petit aux États-Unis. Il fait presque 2 ou 3 fois presque le format en France, quoi. Parce que toi, t'as dit que t'allais le faire en 50 sur 40, hein, c'est ça? 1 mètre sur 2. Non, ouais, voilà, plutôt quand même. Tu vois, les deux Taschen Big Book, là. Faudra un beau tote bag. Non, c'est plutôt format, je me suis fixé sur le format de Saint-Elme. Ah, ok, cool. Voilà, okay. Je me suis fixé sur ce format-là que je trouvais assez beau et assez agréable, en fait, qui est ni trop grand ni trop petit, qui s'insère bien, qui justement peut dire aux lecteurs qui sont plus habitués à ces titres-là, bah tiens, celui-là il correspond plus à mes habitudes de lecture, ce que font aussi Futuropolis quand ils font Raptor, quand ils font d'autres titres et tout. C'est de se permettre, tu vois, à certains titres d'aller ailleurs, mais il y a une fabrication, tu vois, c'est une toile Geltex, mais vraiment tissée, tu vois, genre 50-60, tu vois, avec du gros trait. On a un embossing sur la titraille. Donc il a vraiment un côté, voilà. Page vernie avec des feuilles d'or. Non, mais il est, voilà, je voulais lui donner, voilà, toutes ces chances pour un lecteur qui est beaucoup plus ouvert que celui qui, oui, effectivement, va acheter, je sais pas moi, tous les trucs à 2 balles, tu vois, pour finir ses collections, tu vois, moi, cette partie-là, en plus, je la connais pas, elle m'intéresse pas, moi, en fait. Mais c'est un truc qu'on évoque d'ailleurs de temps en temps dans les podcasts front page, la fameuse segmentation du marché, où on considère qu'il y aura une sorte de gros noyau qui serait les consommateurs un peu occasionnels qui prendraient les albums à petit prix et majoritairement super-héros, et la niche dans la niche que seraient les gros passionnés qui, eux, n'hésiteraient plus à dépenser des grosses sommes. On l'a vu, hein, Urban ou Panini maintenant font des collections beaucoup plus chères, parce qu'ils considèrent qu'en fait, il existe ce marché de la consommation qui est prêt à payer pour la bonne BD américaine. Toi, tu le vois aussi, ce côté un peu fragmentation entre 2 pôles qui arrivent plus à se parler, ou... Je sais pas si les gens se parlent plus, mais non, mais non, j'ai pas de sociologie de la consommation, tu vois, de la BD américaine en France. Je suis extrêmement déçu, Nicolas. Ouais, je suis là. Non, mais je vais travailler la question. Hein. Je reviendrai d'ici 6 mois avec un plan très détaillé. Non, mais je crois que c'est plus effectivement, d'un côté, t'as Panini qui font des bouquins qui à mon sens, devraient pas exister, même en termes de fabrication, qui sont des aberrations de fabrication. Parce que c'est pas fait pour exister, ces titres-là. Les reliures n'ont pas été conçues pour ces poids-là. Ouais, mais tu peux faire des haltères avec. Ah ouais, non, mais clairement. Ouais, je te dis, tu lis 10 pages par jour. Mais effectivement, il y a des lecteurs qui veulent, en fait, qui préfèrent claquer 70, 90 balles pour avoir, tu vois, la totalité de leur série. Mais ce que je comprends, hein, dans l'absolu, je dis juste. Je pense que rigole sur le format. Côté omnibus, hein, tu sais, c'est aussi par rapport à Urban Limited qui sont des rééditions. Non, mais attends, Urban Limited, c'est 3 albums par an, arrête. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des gens qui. Il y a 1500, 2000 exemplaires, pardon. Ouais, c'est ça. 2000 exemplaires. Voilà, tu sais, qui sont numérotés, marquage à chaud, d'autres toilettes. Je comprends pas ce truc-là, par contre. Bah, tu vois, moi, c'est un truc que je me dis, on le sait, il y a des gens qui lisent du comics, qui ont de l'argent, qui ont envie d'avoir un très bel objet. Et par rapport à cette réflexion sur la fab, bon, toi, tu fais pas des trucs luxueux, mais où on voit qu'il y a des gens je fais pas du luxe, hein. Oui, ce que je considère que c'est pas du luxe, hein. C'est vraiment, je considère que c'est comme ça qu'on doit éditer des livres. Voilà, ce que je dis, c'est qu'il y a des amoureux du format qui, peut-être, se séparent un petit peu du groupe de gens qui lisent juste à bas prix, en occasionnel, tu vois. Mais je crois qu'en fait, on est là pour satisfaire des lecteurs qui sont, vieux. Enfin, tu vois, façon de parler, mais, je veux dire qui ont ton âge, quoi.
Bah, non, mais je vais le prendre avec, tu vois, avec un détachement. Bah, effectivement, pour claquer, je sais pas, pour dépenser en tout cas 70 ou 90 balles dans des omnibus 2 fois ou 3 fois par mois, bah ouais, faut avoir un certain train de vie. Donc ça veut dire que c'est sur des gens qui sont installés, tu vois, qui ont une vie, des moyens, tu vois, en tout cas qui choisissent d'investir dans leur passion. Et c'est pas un gamin de 13-14 ans, quoi. Non, effectivement. Et c'est ça qui est gênant, c'est qu'en fait là ils sont en train de finalement de vendre en fait au lectorat qui reste, quoi. Tu vois, genre en se disant bah c'est les seuls qui nous restent, quoi. Donc tu vois, c'est l'espèce d'écart, effectivement, c'est des trucs à 2 balles et puis des trucs à 100 balles, quoi. Et après, entre les deux, c'est très compliqué de faire exister des titres, ce qui veut pas dire qu'il y a pas de titres qui existent et qui vivent très bien, hein. Cette année, l'Elastar super bien fonctionné, le retour de Saga a très bien fonctionné, donc c'est possible. Mais après, ces titres-là continuent aussi à exister parce que c'est Urban. Donc Urban ont une image et donc les gens sont rassurés d'y aller. Nous, on les rassure pas du tout. Non, bah, surtout quand on te voit, quoi. Clairement, ça n'aide pas. Au secours. Enfin là, pour le coup, je pense qu'il est plus rassurant là dans sa belle tenue. C'est vrai qu'il est venu en costard, le mec. Ah oui, non, là pour le coup, il nous met à l'amende. Hein. Le mec, non, moi j'ai un col roulé, ça va. Ouais, c'est moche les cols roulés, donc c'est pas terrible. Arnaud, t'es en jogging, ça. Oui, c'est normal. Mais justement, parce qu'enfin tu dis ils sont pas rassurés, mais il y avait quand même, enfin moi un truc que j'avais bien noté parce que je regardais de nouveau un peu ce que tu nous avais annoncé pour 2022 et un titre qui était pas prévu à la base mais qui a été justement mis en route grâce au succès du premier tome, c'était We Live, donc l'ère des Palladions, que t'as rajouté au planning oui, assez rapidement au final après le succès. C'est toujours flottant en fait. Quand on sort le programme, c'est l'intention, tu vois, c'est l'intention de départ. C'est aujourd'hui, tu vois, au jour J en fait, notre programme ressemble à ça. Après, ça veut pas dire qu'on s'adapte pas, parce que à un moment donné, dans l'année, il a aussi été question que Strange Skies of East Berlin, oui. Apparition en chef de Berlin, sorte en novembre. D'accord, ouais. Et il est repassé, tu vois, à l'année prochaine, tu vois. Donc voilà, c'est juste que on s'est dit, il faut sortir We Live parce que il y a un succès sur le premier, on a accès au deuxième, est-ce que ça vaut le coup d'attendre? Et en plus, ça me permettait de les faire venir à Angoulême. Enfin, tu vois, il y avait une espèce d'ensemble de choses qui faisaient que bah, c'était le moment ou jamais, quoi. Et je trouve que tu as fait pas mal de tournées, ça c'est cool que tu t'as pu accompagner aussi tes bouquins, le fait que les frères Miranda sont venus, mais aussi que tu as pu, même avec la création en général, donc avec Mundius, forcément tu as des auteurs là qui sont à domicile, ou presque, parce qu'ils sont en France en tout cas. Non, tu l'as fait. L'Espagne, c'est l'Europe, c'est à côté, hein. Ça faisait aussi partie des raisons pour lesquelles j'avais envie de travailler Coriol. C'est le royaume de Navarre, finalement. Je l'ai pas, mais ouais, c'est pas grave. Je suis pas cultivé, moi, tu sais. Tout va bien. Et ça, je veux dire, est-ce que ça prend du temps ou est-ce que c'est relativement faisable dans le sens où t'as pas énormément de titres, donc justement, tu peux te permettre d'avoir ces tournées pour accompagner les albums quand ils sortent. De toute façon, c'est aussi, il y a plein de raisons qui font pour lesquelles on a si peu de titres. En fait, on est le plus petit éditeur, tu vois. Au final, aujourd'hui. Enfin, non. Pas le plus petit, parce que je pense qu'on est peut-être au niveau de réflexion des petites maisons plutôt de cette taille-là, ou Laurent Delirium, tu vois, je pense que c'est plutôt Delirium qui est en dessous, non? Non, je pense qu'en termes de nombre d'albums, une dizaine, maxi, mais même pas, on est pareil, on est à 7-8 titres par an, quoi. Ouais. On est dans le même genre de quantité, quoi. Je pense que Laurent, il en fait même un peu plus que toi, hein. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à m'en rendre tout de suite, mais en tout cas, voilà, on n'est pas un gros éditeur, et effectivement, de toute façon, le marché est, à mon sens, pour une maison pas capable d'accueillir plus de titres. Parce que ça veut dire que t'as pas assez d'espace pour défendre chaque titre, et ça, c'est quand même super important aujourd'hui. C'est qu'on voit bien que il faut, sur la longueur, défendre les titres, continuer à avoir de la presse, continuer à avoir des gens qui en parlent et tout, et c'est ça qui est important. Et donc, pouvoir faire venir les auteurs à un moment T sur cette période-là, bah, ça permet de faire vivre le titre encore plus longtemps. Donc, ouais, on pourra pas faire plus, hein, que ça. J'aimerais bien arriver à 10 titres, tu vois, mais il faudrait que le marché, tu vois, il faudrait vraiment que nos ventes soient beaucoup plus stables sur tous les titres, tu vois, pour pouvoir se dire, ok, on peut avancer, les gens nous font confiance, nous suivent plus, et donc on pourrait y aller. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, maxi, tu vois, peut-être pour 2023, on sera à 8 si jamais j'arrive à faire tout ce que je veux. Donc, c'est pas 2024, pardon, pas 2023. Ouais. Mais peut-être qu'il y aura des titres qui se rajouteront quand même en 2023. Enfin, j'en sais rien, là. En fait, là, c'est compliqué, mais en tout cas, aujourd'hui, vu le marché de l'année dernière, vu tout ce qui sort partout, faire plus de 8 titres, ça me paraît, à mon sens, complètement suicidaire aujourd'hui. Et est-ce que c'est un choix ou pas de pas avoir fait d'album en souple cette année par rapport à la première année où tu avais La Fleur de la Sorcière, mais là tu t'es concentré vraiment que sur le cartonné? Est-ce qu'il y a... là on a Duns qui sort en début d'année qui est en souple. Ouais, Duns, ok, ouais.
Mais c'est un très très gros format. On s'est vraiment inspiré. Là, pour le coup, la fabrication. C'est-à-dire que le Dunce tome 2, tu le fais en souple. Ouais. Mais le premier était en carton. Ouais. D'accord. Mais je pense que c'était une erreur de le faire comme ça la première fois. D'accord. Donc, on essaye aussi de se réajuster. Donc là, par contre, tu sais qu'il y a des gens qui vont faire, mais ma collection, les albums, ils sont pas pareils dans ma bibliothèque. Et... Ouais, mais c'est pas grave. Bah si, pour certains, ça va être grave. Je peux pas satisfaire tout le monde. Ce qui est important, moi, c'est que si je me rends compte que le format était pas bien adapté après coup, bah, il faut que je puisse le changer, quoi. Parce qu'il faut se dire que tu vas si jamais on peut se le permettre, oui, on le fera. Ouais. Tu vas rééditer le premier Jones, d'accord. Ouais, parce que là, je suis content parce que j'ai un format qui est beaucoup plus petit. Pas beaucoup plus petit, mais qui est plus petit et qui me permet d'avoir. Que tu l'avais publié en manga, c'est ça, parce que tu voulais te lancer là-dedans, en fait. Tu veux faire de Dunce un manga. En webtoon, on a dit. Oui, c'est ça, en webtoon. Peut-être qu'il y aura une adaptation un jour. Hein, c'est une discussion, mais pour essayer de capter un nouveau lectorat, de sortir toutes tes BD au format donc petit, poche, en noir et blanc et à lecture inversée, c'est ça? Ouais, c'est une bonne stratégie. Ouais, et à l'envers. Mais non, mais je sais pas. Ça m'a semblé évident au moment où je l'ai remis en page d'avoir plutôt un strip par page. Et donc, je voulais pas le format à l'italienne parce que je pense que là, c'est très compliqué à part des grands trucs genre Peanuts, et encore je pense que tu fais pas non plus des chiffres. J'ai pas regardé les chiffres dernièrement, les chiffres de Peanuts, mais c'est compliqué. Donc je pense que quand tu fais vraiment à l'italienne, tu vas vers un public vraiment qui savent ce que c'est que le strip, mais en même temps tu t'empêches d'aller toucher un public qui a juste envie de lire et se marrer, quoi. Enfin, ou les fans de Frank Miller. Là tu choisis des titres bizarres, toi. C'est très tendancieux à chaque fois. Il a vendu beaucoup à l'italienne. Ouais. Mais voilà, en tout cas, voilà, on n'a pas fait cette année parce qu'il n'y a pas de titre qui s'y prêtait. Mais là, pour le coup, tu vois, sur le Dunce, j'ai hésité jusqu'à la fin à faire cartonner ou souple. Mais le souple me permettait d'avoir un truc que je trouvais, en tout cas, plus agréable. Donc, je suis allé vers le souple. D'accord. Et autre point encore sur 2022, c'est qu'il y avait des titres que tu avais annoncés, mais qui ont pris du retard, surtout sur les créations originales. Comment on gère justement ces aléas? Parce qu'au final, la créa prend souvent plus de temps qu'escompté ou pas? Ah oui. Et puis ça dépend parce que là, on parle de Big Under, mais Big Under, le problème c'est que Alex était malade, donc malade et il travaille trop. Donc ça a été compliqué à gérer, mais il devait quand même sortir en octobre. Mais c'est moi, à cause du placement de We Live, qui n'ai pas voulu le foutre en face et donc qu'il est décalé à janvier pour pouvoir le sortir pendant Angoulême. Donc après il y a des choix aussi, hein, tu réadaptes en permanence les choses, quoi. Mais c'est sûr que c'est long, hein, faire une production de bouquins, c'est pas facile. Et puis encore une fois, comme j'avais dit la dernière fois, c'est parce que aussi on paye pas les mecs une fortune, quoi. Et moi je me vois mal en train de fouetter un mec que je paye pas bien. Oui, surtout que toi le tarif c'est 2 € à la page, hein, je crois. Oui. Ça, couleur incluse. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est honnête. Je t'envoie un script. Franchement, ça te fait 250 € pour un bouquin de 120 pages. Ça me paraît bien. Ouais. C'est vite rentabilisé. Ouais, tu prends un petit week-end. Franchement. Ouais. Très bien. Mais justement, donc on va parler un petit peu du programme de 2023, parce que c'est un peu le but de ce podcast. J'ai touché les clochettes du chat. Le jouet du chat. En plus, Polo va très bien, rassurez-vous. Non, mais en plus, il en a pas, donc il en a plus. Non, mais justement, parce que mais elles sont vides. Ah bon? Ils ont pas coupé les couilles, ils ont juste sectionné à l'intérieur. Je sais pas, je veux pas savoir. La stérilisation des chats expliquée à Arnaud Kikou. En janvier 2023. C'est pas un eunuque, ton chat. Oui, j'en sais. En 2023. En janvier 2023, justement, tu profites du FIBD pour inviter plein de monde parce qu'il y a quand même pas mal, t'as une année qui est en fait très marquée par plusieurs sorties dès le début de l'année. En fait, donc on parlait de Dunce justement, de ce tome 2 que tu vas faire en souple. Mais aussi, donc, il y a effectivement ce fameux Big Under qui est donc votre deuxième création. La première. Enfin, c'est la première, mais dans l'ordre de parution. Vortex temporel. Ce sera votre deuxième création originale. Est-ce que tu peux un peu, du coup, nous présenter cette bande dessinée qui est écrite par Virgil Iscan, qui a déjà traduit, je crois, chez toi. Il a traduit partout. Parce que c'est lui qui a... non, mais je veux dire, chez toi, mais... Ah oui, c'est lui qui a traduit Jonah, chez nous. Parce qu'il est traducteur. Il est de multiples choses. Il a été journaliste chez Vice Jeux vidéo. Il est aussi traducteur de sous-titres. C'est-à-dire qu'en fait, il retraduit les sous-titres. Là, il vient de refaire Vidéodrome, par exemple. Cool. Il est spécialiste du cinéma bizarre. C'est-à-dire que je pense qu'il a une chambre chez Metaluna. Il est plein de choses et donc il est écrit ça. Il a traduit quoi? C'est lui qui a aussi, parce que ça quand même faut lui permettre, parce que Laurent a publié, mais c'est quand même Virgile qui était quand même là pour tanner pour que Michel Fif arrive en France. Ok.
c'est quand même lui qui a été l'arme invisible derrière qui faisait du lobbying depuis des années pour ça. Il a aussi traduit Snot Girls. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Il a aussi traduit les derniers John Byrne. Je suis aussi chez Delirium. Ouais. Les X-Men. Les X-Men, les derniers, mais anciens. Donc voilà, il est un peu multiple casquette. Ouais, il fait un peu de tout. Et donc écrit par Virgil et dessiné par Alex Nieto. Alex Nieto, ouais, donc qui est celui qui a dessiné comment ça s'appelle, Locust, qui est sorti chez Comics Initiative, qui avait fait aussi un truc qui est sorti en Espagne, un truc pareil en financement, espèce de pendant espagnol de Comics Initiative en Espagne, Spaceman Project. Il a fait un truc d'espace dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Et on a eu pour les couleurs, on a Fabiana Mascolo qui est une Italienne qui entre le moment en fait où on a commencé à travailler sur Big Thunder et maintenant elle a explosé. Elle fait 1 milliard de trucs partout. Elle travaille avec Dan Slott. Elle a fait du Power Rangers. Elle a travaillé aussi pour Berger Books. Comme tous les Italiens. Elle a fait aussi les couleurs de Shifting Earth chez Berger Books. Ok, ouais. Ah, le truc récent, ouais. Ouais, elle a vraiment fait beaucoup de choses depuis qu'on a commencé à travailler avec elle. Et donc. Tu l'as connue par Berger? Non. Connue avant Berger, du coup. Je l'ai connue parce qu'elle avait fait. C'est un truc qui était sorti. Attends, j'essaie de me rappeler du nom. Ouais, Yasmine. Elle avait fait un projet chez Scout Comics qui s'appelait Yasmine sur une réfugiée, enfin une espèce de survivante de la guerre d'Irak, qui était vachement bien. Et elle l'avait dessinée aussi parce qu'elle est aussi dessinatrice en parallèle. Et ouais, donc on a réuni cette espèce d'équipe et puis ils nous ont fait Big Thunder et Big Thunder. Je vais encore refaire le pitch, hein, mais on en avait déjà parlé. Ce que les gens ont oublié depuis le podcast. Ça part de l'idée que j'avais envie d'avoir un titre un peu young adulte, mais c'est un peu galvaudé de dire ça. Mais je voulais faire un titre sur des jeunes dans le Paris d'aujourd'hui, mais dans un Paris ésotérique plutôt hérité de Tardy et de Hellboy, quoi. Essayer et avec qui se fracasserait sur un peu fan de Mignola et qui se fracasserait sur du John Hughes. Donc l'idée c'était vraiment essayer d'avoir une représentation de la jeunesse d'aujourd'hui dans cet environnement un peu chair de poule, mais tu sais, ésotérico chelou. Mais c'est un titre. Du coup, plutôt référent horreur à l'ancienne. Ouais, mais non, vraiment. Enfin, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, il se passe qu'il y a une nana qui a disparu, et t'as un groupe de copains copines. Enfin, il y a qu'un mec dans l'histoire en plus, qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle revient pas à l'école, quoi, tout simplement, quoi. Et en fait, tu découvres qu'en parallèle, bah, effectivement, le bassin parisien, bah, il y a une équipe qui est là pour surveiller les carrières de Paris et les catacombes, parce que voilà, tout ça a été aussi créé à un moment donné pour cacher quelque chose qui doit revenir un jour à la surface, quoi. Et mais en fait, on est focus. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait deux histoires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette histoire-là qu'en fait tu découvres dès le début du bouquin. Mais ce qui est important, c'est vraiment tout ce qui se passe entre les personnages et entre ce groupe d'ados et avec. Donc c'est vraiment plus proche de John Hughes, en fait, vraiment sur les rapports plutôt humains et très agressifs que peuvent avoir les adolescents d'aujourd'hui entre eux, quoi. C'est-à-dire on l'a fait relire à plein d'ados et en fait ils étaient morts de rire, quoi, parce qu'en fait on a foutu plein de leur expression dedans. En fait c'est très très moderne, très vivant. Ils disent wesh wesh. Non, on n'a pas de wesh wesh, mais par contre voilà, même les nanas entre elles, même Marie-Paul Noël avait pas forcément compris le truc. En fait elles s'appellent frères entre elles. Bah oui. Voilà, mais c'est un truc, voilà, on voulait vraiment avoir ce truc, voilà, très jeune d'aujourd'hui, très rentre dedans, quoi. Bah ouais, frérot. C'était important pour nous, voilà. Donc en fait, en plus, on a ce groupe qui est un peu hétéroclite, quoi. C'est-à-dire qu'on a une espèce de métis franco-arabe. Enfin, on a la petite blanche Quepon. On a l'asiatique, tu vois, un peu timide. Enfin, c'était drôle, en fait. C'est pas des archétypes, hein, c'est vraiment juste essayer d'avoir une représentation réelle de ce que peut être un groupe de jeunes d'aujourd'hui et un groupe de losers surtout. C'est pas les winners de l'école, quoi. C'est plutôt ceux qui font du skate, tu vois, qui écoutent du punk en même temps de l'autre côté, qui jouent aux jeux vidéo et qui, voilà, des jeunes d'aujourd'hui tout à fait classiques. Tu veux dire que les losers jouent aux jeux vidéo? Tu veux dire que les losers font du skate? Mais ça c'est on s'est marré parce que là on a mis des trucs à nous dedans de notre génération, mais moi j'ai fait du skate beaucoup, donc ouais, dans les années 70.
Je suis vieux, mais quand même, je n'ai pas connu la Troisième République. Je sais, c'est trop. Pour ceux qui n'ont pas la private joke, Arnaud aime beaucoup se moquer de l'âge de Beauchouan assez régulièrement. C'est sûr que je lui ai donné un âge à Angoulême justement 2022 et il m'a insulté parce que j'ai donné un âge beaucoup plus important que son âge réel. C'est parce qu'en fait j'ai eu 3 enfants donc je suis tout blanc. Ouais. C'est ça, c'est à cause des cheveux. C'est juste ça en fait. Ne faites pas d'enfants en moralité. À 28 ans quand même, tu vois, je m'en sors pas trop mal. Ça va. Ouais, et donc on revenait aussi sur en janvier le fait qu'il y ait Dance tome 2. Effectivement, ça c'est que donc en changeant le format souple, c'est aussi que tu changes le format d'impression à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un seul strip par page et donc en mosaïque, en 4 donc cases, tu vois 4 voilà et donc ça permettait d'avoir quelque chose. Mais c'est-à-dire que tu as une réflexion sur la sortie du proto, tu te dis bon en fait ça fonctionnait pas ou on a eu tout de suite des retours de gens qui disaient ah c'est dommage ce format et en fait au début quand on a lancé la maison, je voulais pas qu'il y ait trop de différence de format tout de suite. Et je pense que c'est une erreur en fait, j'aurais dû vraiment être beaucoup plus radical au début. Et donc je me suis rendu compte qu'effectivement c'était pas forcément le bon choix. Et donc il vaut mieux avoir une lecture beaucoup plus fluide du truc mais bon ça après de toute façon se planter c'est je pense que c'est l'autre de tous les éditeurs donc t'essayes de rattraper les choses quand tu peux quoi. Et est-ce que d'un point de vue de ton propre travail, ça change beaucoup en fait quand tu dois faire la maquette et tout ça, c'est quelque chose qui est chiant ou pas du tout? De toute façon, je reprends tous les livres. Il y a toujours tout à reprendre, donc c'est pas plus chiant. Donc, non, c'est de toute façon tu as un temps donné par titre. Certains effectivement exigent beaucoup plus de temps que d'autres, mais c'est pas dramatique. D'accord. Bon, en tout cas, on verra si cette fois-ci, les gens estiment que tu as fait le bon choix. Voilà. Vous avez le droit de m'insulter. Comme la chanson de Leslie. Ah oui, mais j'aime ça. Enfoiré. Vous l'avez. On est très intime d'un coup. Hein. Et là, je viens de faire une vanne que personne n'a entendue, mais ça me fait. Je pense que les gens l'auront chez eux. Je vais découvrir en écoutant le podcast. Je suis pas sûr qu'ils vont l'avoir parce qu'elle était très 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 pointue. Ensuite, en février, mais quelque part en avant-première aussi, toujours en Angoulême, puisqu'on justement on parlait de Yanji Kullbard, c'est donc Salamandre qui nous arrive, donc un autre titre qui est publié chez Berger Books. On en profite pour flexer, pour te remercier quand même d'avoir permis l'interview avec Aaron Berger cette année. Bah, tu nous as mis en contact. C'est pas vrai. Bah si. C'est un mensonge. Bah non, c'est grave, faut le dire. Donc je ne suis pas corrompu. C'est pas de la corruption, il y a pas eu d'argent par contre, mais bah justement, faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de Kullbard surtout. Pardon. Mais donc autre titre publié dans le label Berger Books chez Dark Horse, donc Salamandre. Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que c'est, puisque contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, ce n'est pas un titre jeunesse sur les aventures d'un petit lézard tout mignon qui crache du feu. Ça n'a rien à voir. Un peu quand même. Bon. Après, il y a quand même des gros... Je vais faire un lien. Oui. C'est-à-dire que quand j'ai mis en page et traduit les pubs en fait de Everything, il y avait un problème, c'est-à-dire que en fait Yann avait écrasé les fichiers et donc j'ai été obligé de tout effacer à la main, de redessiner enfin bref, c'était une vraie galère, c'était le truc le plus dur à faire sur Everything. Et donc je lui avais envoyé en fait ce que j'avais retraduit et refait pour qu'il valide. Et il m'avait dit merci beaucoup. Pour moi c'est super important parce qu'en fait quand je revenais de Pologne, les publicités pour moi c'était le retour en fait à l'Occident. Quoi. Et tu vois. Et après il a sorti Salamandre et en fait c'est complètement ça. En fait c'est l'histoire d'un voyage en fait, d'un aller-retour comme ça. C'est inspiré par son enfance en fait. Ouais. En fait c'est complètement son enfance. Le livre est dédicacé au vrai Salamandre. Non, Casper, c'est le fils à son père. Là, c'est Salamandre, mais j'ai oublié son nom. Enfin, son prénom. En fait, il a oublié. Le livre est dédicacé au vrai Salamandre, qui est son père, en fait. Et parce que c'est l'histoire, voilà, de Casper Salamandre qui tout se situe en fait dans des îles un peu imaginaires, en plus qui ressemblent plutôt à Chypre ou à l'île d'Hydre. Tu vois, l'île d'Hydra. Enfin, tu vois les belles îles comme ça des années 60, c'est très coloré. Et son père, en fait, est plongeur sous-marin. Et Casper, en fait, est fasciné. Son père est son héros. Et en fait, il est dessinateur et il dessine les aventures en BD de son père. Et son père, en fait, va mourir dans un accident de sous-marin. Voilà, en essayant d'aller vraiment trop profond avec son sous-marin. Il décède. Et donc, en fait, ça brise sa carrière de dessinateur. Et ça le brise intimement, comme tout décès et comme toute disparition d'être aimé provoque chez nous. Et sa mère décide de le renvoyer de l'autre côté du voile de fer, c'est une espèce de bloc de l'Est imaginaire sur ces îles, dans un environnement qui est complètement l'opposé en fait, qui est beaucoup plus sombre,
dans lequel qui ressemble vraiment à effectivement la Pologne de Ceausescu, ce que tu avais dit. Hein. D'ailleurs, ça l'a fait beaucoup rire. Hein. Ça l'a fait beaucoup rire Yann Kulbard que tu as dit ça parce qu'il a dit je pensais pas revoir ce nom ressurgir un jour. Et donc il va chez son grand-père de ce côté-là du pays, et donc c'est comment est-ce que dans cet environnement complètement fermé, il va réussir à renaître en fait et à accepter son chagrin et à d'une certaine façon retrouver son père en lui, quoi. Et c'est voilà, c'est très intime, c'est très beau, c'est très compliqué. Il y a une fin très surprenante, faut quand même l'avouer. Comme Kulbart sait les faire. Je sais pas si vous aviez lu d'autres bouquins qu'il ait fait, genre Céleste. En scénario, j'ai jamais lu les adaptations de Lovecraft. Quand il fait des choses en solo, totalement solo, notamment Céleste, il est toujours très toujours un truc très question du rêve en fait. À un moment donné, tu sais plus très bien en fait si le réel et le rêve se mélangent et qui est qui, quoi. Et donc voilà, cet enfant va revenir ensuite chez lui, changer pour certaines raisons. Et donc c'est très beau. C'est Salamandre, c'est rigolo, c'est-à-dire que Salamandre, c'est la créature qu'on imagine mythologique, vivre dans le feu, mais pour les alchimistes, là, la salamandre, c'est l'âme du foyer, l'âme de la Tanor. Là où l'alchimiste en fait fait les choses, c'est-à-dire qu'en fait tu dois avoir un lien en fait avec la salamandre en fait, parce que la salamandre est l'âme du feu en fait, et si jamais toi t'as pas suffisamment travaillé sur toi, l'alchimiste peut pas réanimer en fait le feu de la salamandre et donc renaître et donc permettre la fusion des métaux. Donc j'en ai pas encore parlé avec lui, je sais pas si c'est dedans, mais moi j'ai vu quand même cette partie. Apprenez des choses grâce à Nicolas Beauchemin dans les podcasts First Print. Karen Berger a comparé ça à Tintin. C'est Tintin dans le sens où effectivement. Elle disait le côté BD pour enfants avec des allégories politiques très claires. Un enfant peut le lire. Bien sûr, il y a aucun problème parce qu'il n'y a pas de choses, tu vois, horribles dedans. Par contre, il y a une construction, un world building dedans de la part de Kulbart qui est assez fascinante, que j'avais pas vu au début. C'est à force de le relire, tu sais, de revenir dessus, où je vois vraiment comment il a construit ses personnages, comment il leur donne des tics, comment ça revient, enfin, tu vois, c'est très théâtral en fait au final, sa construction du récit et des personnages. Mais c'est Tintin dans le sens où tu suis une aventure, c'est-à-dire que tu vas dans un pays pour vivre une aventure, tu vois. Mais tu vas pas nécessairement aller fouiller derrière ce qu'il y a derrière ce pays. C'est-à-dire que tu vois, tu restes comme dans une aventure qui circule en fait dans un environnement et qui permet aux personnages de découvrir des choses. Donc effectivement, on a ce côté-là, mais c'est, j'ai envie de dire, c'est plus vraiment une histoire intime, fantasmée, quoi. En tout cas, comment est-ce que il a eu envie, de rendre hommage à ce moment-là à sa vie, à son père, à cette histoire en fait de ces pays fermés pendant très longtemps, et à la révolution nécessaire et pour les sociétés. À un moment donné, tu vois, les sociétés ont besoin de révolution et en même temps, tu as aussi besoin de révolution dans l'intime en fait. Donc comment les deux peuvent se rencontrer et fusionner avec toute une réflexion sur la force et sur l'importance de l'art aussi dans ces systèmes révolutionnaires. Très bien. De toute façon, c'est des œuvres qu'on aura plaisir à aller interroger en compagnie des personnes qui les ont faites. Si tu arrives à nous trouver un petit créneau. Oui, ça, on devrait pouvoir y arriver. Quand c'est puisque tous ces auteurs seront présents. Yann fera 2 dates aussi en plus. Hein. On l'avait dit en off, mais donc il fera 2 dates parce qu'en fait il sera de mémoire de 28 et le 29 à Angoulême, samedi dimanche à Angoulême. Et le 26-27, il sera le 26 à Lyon à Comic Zone et le 27 à Album Paris. D'accord, parce que ça qui est cool, c'est que tu profites d'Angoulême pour faire le plein d'invités cette fois-ci. Là, on avait déjà vu que t'as envie de jouer le jeu vraiment comme ça. En fait, je t'avoue que j'ai pas poussé pour qu'on aille à Angoulême. C'est vraiment en interne. On m'a dit tu veux aller à Angoulême. Je fais ouais. On fait bon alors on va à Angoulême. Je fais ok, mais on va à Angoulême. C'est-à-dire qu'on fait pas les choses, tu vois, si on y va, on y va. Donc je leur ai dit, voilà tout ce qu'on fait, quoi. Et c'est passé. Donc, juste une précision, il est polonais, du coup, d'origine. C'est les deux, en fait. D'accord, donc du coup, c'est plus Jaruzelski que Ceausescu. Je le dis pour les gens qui vivent en Europe. Ah oui, c'est la Roumanie Ceausescu. C'est Roumanie Ceausescu et c'est Jaruzelski en Pologne. T'es sûr? Non, c'est Ceausescu en Pologne. Non. Si. Attends, je vais vérifier. Débat historique. Ceausescu Pologne. Ceausescu Pologne. Les gens Roumanie je vais vérifier. Attends. Continue à parler. C'est une leçon de géographie. J'avoue que même moi, là, c'est une période. J'étais petit. Non, c'est Roumanie Ceausescu.
Voilà. Voilà. Vous pourrez le savoir chez vous maintenant. Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan, Nicolas? L'Ouzbékistan. Ouais. Exact. Putain. Apprenez des choses grâce à Nicolas Vauchois. Alors, ensuite, on avance un petit Si peu. ma meuf entend ça, je vais me faire défoncer. Hein. C'est qui? Ma nana. Si ma nana entend ce podcast, c'est qu'elle. Ouais. Elle est ouzbek? Non. Tu vois, déjà qu'elle se fout de moi pour ces trucs-là sur le, tu vois, sur le réel, tu vois. Elle me dit, mais ça suffit. Mais heureusement, ta nana ne nous écoute pas. Tout est possible. Bien dommage, bien dommage. On va lui envoyer, je pense. Je disais que Colbar, justement, c'était l'une des deux moitiés de Everything. Donc, justement, l'une de tes bonnes surprises, enfin, pas l'une de tes bonnes surprises pour toi en termes d'accueil et de vente. Et justement, l'autre moitié, il s'appelle Christopher Cantwell. Ouais. Et lui, on va le retrouver également, puisque tu suis tes auteurs. Tu les suis dans la rue, c'est ça. la nuit. Tu les stalks. Et alors, Christopher nous a dit, arrête de te mettre à ma fenêtre quand je dors, c'est chiant. Et ça fait peur aux enfants. Bon. Donc et là, à sa femme. Et tu fais ce que tu veux. Faut dire qu'il fait peur quand même. Non, mais je peux très faire. Ouais, je peux faire peur. Il me l'a fait une fois. Moi, je tremble depuis tout à l'heure, là. Il me l'a fait une fois, tu sais, je suis en train de dormir, j'ouvre les yeux, et là, Nicolas, je fais, qu'est-ce que tu fais là, Nicolas? Il fait, hey, avec des SP. C'est ça, ouais. Tiens, les SP. Tiens, une BD. Il est 2h du matin, Nico, merde. C'est ça, arrête. Ouais, je t'ai apporté une nouvelle BD hier. Allez, donc, Christopher Cantwell de retour aussi chez 404 en avril, avec au dessin Adam Gorham pour un titre qui s'appelle The Blue Flame. Donc, on a déjà pu annoncer à l'écrit sur comicsblog.fr. Un titre qui nous vient de Vote Comics et que tu fais donc en un tome complet pour donc cette. Comme les Américains. Les Américains série. feront aussi un tome. C'était Ouais. prévu en 10 chapitres, un tome. Ouais, d'accord. Donc, en un tome, est-ce que tu peux un peu nous dire de quoi ça parle? Ça Wow, aussi c'est très compliqué. Est-ce que c'est un peu le Strange Adventures de Christopher Non, Cantwell? parce que je ne supporte pas Tom King, donc je n'irai pas sur ce terrain-là. Mais si vous êtes fan de Tom King, c'est un peu ça, quand même. C'est mieux écrit que Tom. Pardon. Non, mais dans la thématique. Oh. Il est méchant. Ah oui, je laisse être méchant. Non, vraiment, je suis pas. En fait, je comprends pourquoi ça plaît, mais je ne suis pas amateur de Tom King. Alors, Ça, c'est mis à part. explique-nous ce que c'est sans rapport à Tom King. C'est l'histoire du procès de l'humanité pour savoir si l'humanité mérite de survivre ou non. Ça, c'est We Live. Pardon. The Blue Flame, c'est oh putain, c'est vrai que c'est très compliqué à décrire. Disons qu'on suit un personnage qui s'appelle Sam Bromsam, je sais jamais. Je vais pas t'aider. Ouais, c'est terrible. C'est faut que je te le retrouve. Bromsam, parce que je dis Bromsam des fois, tu vois, je me plante. Oui. Ouais. Qui est en même qui est en fait un réparateur de chaudière. Voilà, qui est un artisan. Voilà, qui est donc réparateur de chaudière. Le soir, il devient The Blue Flame, qui est en fait un super-héros, enfin un real life super-héros, un vigilante du monde réel. Et il va y avoir un drame et en fait les frontières en fait entre lui en tant qu'homme et ce personnage fantasmé dans l'espace vont se mélanger en fait. Et donc il va devoir en fait dans ce monde fantasmé ou non, on sait pas en fait vraiment en fait c'est donc défendre l'humanité dans un procès. Dans l'espace auprès de races extraterrestres dominantes qui éliminent en fait les races qui considèrent n'ayant pas atteint un niveau suffisant de culture et voilà, étant néfaste pour l'histoire de la galaxie. Et lui de l'autre côté sur la Terre en même temps, tout en étant conscient de cette réalité spatiale, doit donc survivre à un accident terrible et revivre en fait et revenir à la vie de l'autre côté avec la question de comment on survit à un traumatisme, comment ces real life super-héros, est-ce qu'ils étaient vraiment ce qu'ils semblaient être, est-ce qu'il n'y a pas des zones d'ombre aussi sur ces personnages qui composent la question super-héroïque dans le réel. Il y a sa sœur qui l'accueille, qui est enceinte d'un homme qui n'est pas accepté dans le pays, enfin dans l'Amérique d'aujourd'hui. Enfin, tout se croise en fait. C'est très riche. Ça paraît complexe comme ça. Enfin, c'est très compliqué à décrire, mais en fait c'est très simple à lire. C'est très étrange quoi. C'est très beau.
La fin est très très touchante, je trouve. Et en plus, elle est très ouverte. C'est-à-dire qu'on saura pas tout non plus. Hein. Comme toujours avec Cantwell, il y a toujours. Dis pas. Bah non, je dirais pas. Mais ce qui est drôle, c'est que ça questionne beaucoup l'Amérique. Surtout, c'est moi ce qui m'a plu beaucoup dans ce récit-là, c'est que ça questionne beaucoup l'Amérique d'aujourd'hui. Sur justement son rapport aux super-héros, sur qu'est-ce qu'il représente pour l'Amérique d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être américain aujourd'hui, rapport au racisme, à la guerre, à la religion. Il y a un peu tout ce qui compose le paysage américain, et j'aime beaucoup aussi l'idée que dans un supposé procès intergalactique sur la question de l'humanité, on n'invoque pas, parce qu'en fait même si on ne sait pas si c'est réel ou pas, la question se posera toujours dans l'histoire du récit, mais qu'on invoque en fait non pas un homme politique ou un représentant de religion établie, en fait on va invoquer ce que intimement en fait on va considérer comme étant le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire le super-héros. Et qu'en fait, c'est ce super-héros imaginaire qui est invité à représenter l'humanité au procès. C'est qu'on essaye de tirer le meilleur de nous-mêmes, et en fait, c'est cette partie-là qui est invitée. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'il affronte la réalité de tout ce qu'est l'humanité derrière. Donc, c'est un gros morceau. C'est un très gros morceau. Mais qui fonctionne pas par oui, alors il y a le côté old school super-héros comme chez Tom King dans Strange Adventure, il y a ce côté-là. Mais le réel est quand même beaucoup plus prégnant que... Oui, bien sûr. Moi, je pensais plutôt à la thématique de la santé mentale, qui est un truc qui fédère la bibliothèque de King et de Cantwell, sauf que Cantwell a une approche beaucoup plus incisive et crue par rapport à tout ça. C'est très viscéral, c'est plus Mr. Miracle, tu vois, que Strange Adventures par rapport au rôle du héros, à sa psyché. Strange Adventures, c'est pour le côté super-héros des années 50, parce qu'effectivement, il y a un hommage à Rocketeer, il y a un hommage à tout ça. C'est carrément un héros cosmique, le Blue Flame. Donc, c'est Phantom Strange un peu aussi. Phantom Strange, bien sûr, t'as tout ça, donc effectivement, il y a aussi tout. C'est aussi intéressant que ce soit ces pendants-là du super-héros qui soient invités dans ce récit, quoi. C'est pas le super-héros d'aujourd'hui, c'est vraiment l'image, c'est l'espèce d'archétype, en fait, d'une époque de gloire, en fait. Mais encore une fois, c'est très cohérent avec She Could Fly ou avec Everything il faut lire les interviews de Cantwell pour comprendre comment lui il aborde déjà la question du réel et comment il met en scène ses propres failles mentales pour créer ses personnages. Mais tu vois en fait que c'est un truc beaucoup plus personnel que d'autres trucs qu'il a pu faire, et que il y a des personnifications qu'on peut très bien retrouver si on suit sa carrière depuis un petit moment. Il y a même des bouts de ce qu'on a pu voir dans Iron Man justement par rapport à ce côté ne pas assumer d'être un héros dans le monde d'aujourd'hui. Et pareil, je trouve que c'est une super BD. On pourra en reparler quand ça sortira en VF. Ouais, non, c'est un gros morceau de Cantwell, mais c'est un des gros, c'est un peu comme Everything, c'est-à-dire que c'est les morceaux accessibles de Cantwell. Hein. C'est parce que She Could Fly, je cherche encore un moyen de le publier. Oui, c'est très particulier. Ouais. Moi, j'adore, hein, mais c'est vrai que c'est très 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 complexe là. She Could Fly, c'est vraiment, tu sens qu'il a tout mis dedans, ses traumas, ses angoisses, tout, et donc t'as un récit qui est très très dur à appréhender, et donc pour l'instant je sais plus, j'avoue que j'ai pas. Mais en tout cas, t'essaies de construire quelque chose autour de Cantwell quand même dans ton catalogue. Alors. J'ai essayé. Là, je pense que c'est fini. Mais... Pourquoi c'est fini? Parce que il y avait Briard qui sortait. On a perdu l'enchère sur Briard parce que j'ai pas voulu jouer le jeu de l'enchère. Donc je m'en prends qu'à moi. Hein, mais donc ça veut dire qu'il intéresse d'autres éditeurs maintenant qui ont envie de mettre des sous dessus, quoi. D'accord. Donc je ferai ce que je peux. Le masque, il a été édité en VF? Oui, il est chez Delirium, le masque. Ah oui, non mais je veux dire le masque de Christopher Cantwell. Mais du coup ils ont toute la licence, j'imagine. Je sais pas. C'est le masque Electioneer qu'il a fait. De quel truc tu parles? Il a fait un comics de The Mask. Oui, je crois qu'il est pas dans la compilation qui avait sorti Delirium, non? Moi, il me semblait que c'était l'ancienne. Ou alors en tout cas, il me semble qu'il est disponible quelque part. Je sais pas qui avait édité. Je crois que c'était les années Dougmanke qu'ils avaient édité. Bon, bref. On vérifiera, mais bref, du coup, ça m'intéresse pas, parce que moi, par exemple, c'est de la licence. Ouais. Moi, ce qui fait en licence ne m'intéresse pas beaucoup. Enfin, la licence ne m'intéresse pas. C'est pas un format qui m'intéresse. C'est pas dire que c'est pas intéressant à lire ou à travailler pour lui, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ces récits les plus personnels. Donc, on continuera, si on y arrive, parce que voilà, là, il y avait cette enchère sur Briard. J'ai fait une offre qui était déjà compliquée, en fait, financièrement à équilibrer, mais on avait envie de continuer avec lui, et il fallait mettre encore plus parce que pour des raisons que je veux pas révéler, parce que c'est du secret professionnel. Voilà. Mais j'ai même pas eu, si tu veux, j'ai expliqué pourquoi, en fait, je faisais cette offre-là. J'ai essayé d'être très clair, mais comme on dirait avec Sullivan, nous avons été cratérisés. D'accord.
J'ai une question Certains en comprendront. dehors du déroulé de ce catalogue. Bon, Cantwell, il a les moyens de vivre, on va dire, mais dans ces moments-là, est-ce que tu peux pas justement, est-ce qu'il était content déjà de l'édition VF de Everything? Mais il est super content. Voilà, est-ce que tu peux pas jouer à l'affect pour compenser une Non, parce note qu'ils un ont peu pas, moins- ils ont pas vraiment leur mot à dire. En fait. Ouais. C'est des agents qui gèrent les droits de. C'est compliqué. Donc, jusqu'au bout alors quoi. je lui en ai parlé. En fait, je lui en ai parlé. Il m'a dit que lui, il serait très content que ça sorte chez nous, qu'il espérait que ça sorte chez nous, mais il sera aussi très content que ça sorte ailleurs. On va pas se mentir. Les auteurs sont contents que leurs bouquins sortent et que tu vois, ils existent à l'étranger. Donc, écoute, voilà, c'est bien. C'est pas dramatique. Il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de dessinateurs qui existent sur le marché. Je suis content d'avoir fait ce travail avec Cantwell. J'espère pouvoir poursuivre le travail avec Oui, parce Cantwell. que lui, il n'a pas fini d'écrire de toute façon. Non, donc, voilà. voilà. Il avait des projets chez Aftershock, commencer, il a des projets ailleurs, il va continuer à faire des trucs. Et encore une fois, on peut pas non plus se permettre de tout publier. Il y a des choses qui moi, m'intéressaient moins et je pense qu'auraient moins marché sur un public français, notamment son truc sur Patton Oswalt, Oswald. Lee Harvey Oswald. Ouais, tu sais, sur le cadavre de Lee Harvey Ouais, Oswald qui est ouais. sorti chez Boom. Ça, par exemple, c'est un truc qui est très américain. J'ai peur que, tu vois, ce soit compliqué à vendre un lectorat français, quoi. Donc voilà, on continuera comme on peut et comme. Voilà. Mais Ouais. en tout cas, je suis très content d'avoir fait Everything et très content de publier The Blue Flame, qui sont des vraies pièces, je trouve, de la sorties directement de la psyché de Cantwell. C'est-à-dire que justement, par rapport à ces questions d'enchères et de marché, tu te retrouves souvent en concurrence et c'est devenu comment? C'est la première fois. C'est la première fois. Ah non, c'est la deuxième fois, mais encore une. Mais vu que je joue pas le jeu, je les perds toujours. Ouais. Parce que je fais toujours une offre qui est. Je joue. Moi, ça me gonfle en fait les faux semblants. Donc, je fais une offre qui est celle qui fonctionne dans le compte d'exploitation et qui fonctionne par rapport à un marché français. C'est-à-dire que ceux qui font des offres supérieures ont quand même une chance sur 10 de s'en sortir financièrement sur le projet. Donc moi, foutre du pognon pour perdre du pognon, non, ça n'a pas de sens, tu vois. Et puis en plus, j'ai envie de savoir où je vais, j'ai envie de voilà, donc je dis bah voilà, je peux faire ça. On a déjà travaillé avec Cantwell, ça vous intéresse pas. Bon bah le fait est, c'est que c'est Boom Studio et c'est vrai que le vendeur de droits de Boom Studio, il aime bien les gros chèques. Il aime l'argent. Ouais. Très bien. On continue avec Ouais. Jonah. C'est le 3e tome. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Donc on a déjà quand même pas mal parlé de Jonah, mais c'était moi par rapport à une question, c'est tu penses à faire genre une intégrale Oui, je pense. à terme. Oui, non, ça a toujours été prévu de toute façon. D'accord. L'idée, c'était de le sortir collé aux Américains pour faire ces petits formats qui existent, qui étaient quand même enrichis à chaque fois de toutes les couves. Et je pense qu'on fera une version avec juste vraiment le récit intégral, sans les couvertures supplémentaires, sans les trucs, vraiment un truc. Sans les bonus, ouais. Ouais. Pour que les autres continuent à exister aussi. Et même par rapport au registre un peu jeunesse, tu t'es pas dit celui-là par contre, par rapport au changement de format que tu as pu faire sur Jones, que celui-là ça aurait dû être en souple, parce qu'on sait que c'est un peu là-dedans que parfois se font les. Mais Non, tu l'as fait avec non. la fleur de la sorcière, remarque. Non, hein. non. Non, Pour mais moi, ok, c'était dis- oui, oui, c'était non, une mais, évidence qu'il soit comme ça. Tu penses pas, t'as fait une erreur, Nicolas, tu crois pas que tu t'es planté? C'est vrai T'as fait qu'on de la- m'a dit à un moment donné, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit ce format est trop joli. Trop joli. Et j'ai fait, Ouais, moi je préfère Je les. suis désolé. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Tu vois, genre c'était pas adapté à ça. J'ai fait, il est très simple que c'est un cartonné à dos rond. On peut pas faire Tu plus peux simple. faire des albums moches, s'il te plaît. Écoute, je vais faire mon maximum. Parce que moi j'adore quand les gens ils viennent chez moi, qui regardent ma bibliothèque, ils font ah, elles sont dégueu tes BD. Je fais ouais, j'adore et tout. Ouais. Trop, non, mais je vais y penser. Mais en tout cas, ouais, on fera une intégrale pour ce dernier tome qui est surprenant. Ouais. Et qui finit comme Ultra Mega. Yes, c'est-à-dire que Jonah se fait décapiter, voilà, et tout son sang se déverse dans la jungle. Ça finit vraiment genre Hop. ça finit en combat Il épique. a envie de spoiler les fins à chaque fois. Ouais, Depuis c'est tout à ça, l'heure, ouais. là. Ça finit dans un combat alors, à la épique, fin, je vous vraiment préviens. épique. Et à la fin, c'était un rêve. Et la toupie, on sait pas si elle s'arrête ou Mon pas. Dieu. C'est incroyable. Ensuite, au mois de juin, parce qu'en fait, t'as une première année qui est très chargée, et on va s'apercevoir qu'une fois passé juin, en fait, il y aura plus qu'une sortie pour la fin d'année. Ouais. C'est parce que tu te réserves. Je voulais qu'on ait que notre création pour la fin de l'année. D'accord, pour lui laisser tout l'espace visible. Tout l'espace et on va le bosser comme des dingues. C'est ça, tu vas faire une campagne d'affichage sur la BNF.
à côté de Dragon Ball et de Kaiju 8. Mais complètement. C'est ce que bien C'est- sûr. c'est- Mais avant ça, il y a donc Apparition dans le ciel de Berlin-Est, qui est scénarisé par Jeff Loveness, qui est dessiné par Lisandro Esteren, dont on a déjà un petit peu parlé, qui a dessiné Catch and Release, qui est super chouette chez qui a fait Achilleos. beaucoup Et- de choses. Oui, non, mais Redneck, Sandman, Nightmare, Dream Country, oui, Oui, qui qui arrive. est super beau. tout à fait. Donc Redneck, il avait même fait un truc chez Ankama, c'est label 619 aussi. Last Contract, je crois que ça s'appelle. Ok. Oh, tiens, je l'ai pas celui-là, tiens. C'est Une rare. autre publication de Boom, La première. la première. On a jamais travaillé avec Boom, vu que. Ah bah oui, du coup, non, c'est ça, effectivement. Vu que sur les titres qu'il n'arrive pas à vendre, il est moins emmerdant. Il est en fait. moins emmerdant, l'agent. Mais alors pourquoi ce titre? Puisque donc Jeff Loveness aussi, le scénariste, c'est un nom qui va être un peu plus connu peut-être parce que c'est le scénariste de Ant-Man and the Wasp: Quantumania et du prochain Avengers Kang Dynasty. Du coup, toi, ton Je objectif, savais pas à l'époque. hein. ton objectif, c'était de faire un album où sur le bandeau, il y aura marqué par le scénariste de Avengers. Promis, je t'envoie le SP avec ce bandeau. C'est une promesse. Ouais, c'est une promesse. C'est une promesse. Effectivement, sur la couverture, tu mets une affiche de Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Non, blague à part, ouais. Pourquoi ce titre alors? Qu'est-ce qui t'a attiré? De quoi ça parle? Alors, dis-nous en plus. Jeff Loveness a fait 3 BD pour le moment et en fait, j'ai été intrigué par la première qui était sortie chez Aftershock, qui s'appelait World Readers, qui était un truc de SF sur l'histoire d'une nana qui avait un don, en fait, qui voyageait dans l'espace et qui avait le don en fait d'arriver sur des planètes mortes où les civilisations avaient disparu, et en fait et donc de revenir sur des planètes mortes et donc de faire revenir en tout cas de découvrir ce qui s'était passé à chaque fois que les civilisations étaient mortes. J'avais trouvé le bouquin plutôt pas mal, mais j'étais pas convaincu, pas totalement convaincu. En plus, ça devait être une série et ça s'est arrêté, comme très souvent chez nos amis américains qui sont capables d'arrêter les choses en cours de route. Et ensuite, j'avais lu Judas, qui était sorti chez Boom, Oui. dessiné par Rebecca, dont on reparlera juste après. Yacoub. Et là, j'ai chialé. C'est une des rares BD où j'ai vraiment pleuré, quoi. Alors, je raconte très rapidement Just. C'est l'histoire en fait de Judas qui, après avoir son suicide, en fait, se retrouve en enfer. Et donc, c'est sur tout son parcours de rédemption en enfer. Judas, hein, le Judas biblique. Judas. Pas un Judas. Non, mais Judas. Le Judas de la Bible. Et de la chanson de Lady Gaga. Voilà. Exactement. Et donc, moi, ce titre-là m'a fait, mais fondu en larmes. Et en plus, c'est pas. Parce que toi, t'es fan de Judas. T'as un tatouage Judas. Fan de Judas Priest. Parlons pas de tatouage biblique. Mais en avec, tout cas, Comment faire un podcast avec 2 trolls? C'est les conseils. ce qui s'est passé, c'est surtout que c'était pas une vision de la Bible classique. C'est une vision qui appartient au texte de Nag Hammadi, qui s'appelle l'Évangile de Judas, et qui est un texte qui est hérétique au sens de l'Église catholique, qui a été retrouvé à Nag Hammadi en 45 ou 46. Enfin, les dates un peu c'est un peu entre les deux. Et disons que j'étais surpris, et donc j'ai fait ok, c'est quand même très étrange en fait de trouver ça chez les Américains en tout cas. Et voilà, et donc j'étais vraiment touché. Moi, ça me touche beaucoup quand on sait bien travailler le mythe et le religieux, quand on en arrive à lui donner de l'humanité, quoi. Et donc j'étais très touché. Et ensuite derrière, il a sorti donc Strange Skies Over East Berlin, qui reprend certains des codes en fait qu'on peut retrouver dans Judas, et en même temps qui le fait se fracasser sur du Philippe K. Dick, sur de la SF un peu classique, et sur la question, ça se passe j'ai oublié la date, 73 ou 74, je sais plus. Il n'y a pas la date dans ton. Je crois que c'est 73. 73, si, pardon, ouais, 73. Ouais. Et donc on est côté Berlin Est, et sur un agent double en fait qui fait passer des gens de l'autre côté, qui transmet des informations à l'Ouest et tout. Et on suit ce personnage où il y a une météorite qu'on voit atterrir côté Est, et en fait il est appelé pour aller pour intervenir en fait dans une zone secrète tenue par les Russes. Et on va découvrir qu'en fait c'est une entité extraterrestre et qui a le don en fait de mettre à jour la vérité des humains.
Et donc, quand t'es dans une zone où tout est joué par le mensonge, le double sens et le double jeu, voilà, qu'est-ce que ça veut dire que la vérité et comment est-ce qu'on essaye d'atteindre la rédemption par rapport à ça dans cet environnement. Donc, c'est aussi très touchant et en même temps, c'est un récit de SF. Il y a un côté The Thing. Forteresse Noire, un peu aussi. Ouais, ah oui. Oula, tu me sors du Michael Mann en plus. Ouais. Mais il y a pas la director's cut, ouais. Bah, il y a pas de nazis, c'est des Allemands. On lui demande à Arnaud, il s'y connaît, tu vois. Ça. Il a pas envie de répondre. Mais ouais, il y a un petit côté Mignola, d'ailleurs, moi je trouve. Enfin, l'exécution d'Esteren, pas du tout, mais justement, c'est dans ce mélange entre l'esthétique d'un monde dystopique, enfin, pas dystopique, non, c'est la réalité, c'est ça qui est, on va dire. C'est ça, c'est un peu uchronique plutôt que dystopique. Non, c'est pas uchronique. Il y a pas d'uchronie, à part la c'est créature, réalité. en fait, il y a pas d'éléments de modification de l'histoire. Non, ouais. D'accord, Non, ok. on ne modifie rien de l'histoire. En fait, ça a pu se passer, en fait. Ah, ok, d'accord. C'est plutôt ça l'idée, mais et j'aime bien aussi, c'est comment est-ce qu'en fait ce genre de jeu en fait sur la vérité dans un environnement qui cesse de vouloir dénicher pas la vérité mais la vérité qu'on veut. Ça permet de mettre à jour des personnages très complexes en fait, et je trouve ça fascinant, et je trouve qu'il y a des trucs qui sont qui sur certains personnages où tu commences d'abord, tu fais putain, lui c'est vraiment l'archétype du fasciste, et puis après tu fais ah merde, compliqué. Tu vois, donc ça veut pas dire que t'excuses en fait les choses, mais c'est juste que justement c'est la question de la rédemption toujours derrière toutes ces choses là. Et donc j'avais craqué sur ce titre à l'époque, je savais pas comment le faire et tout, puis à un moment donné ça m'est paru en fait juste une évidence, et moi je considère que Loveness sur ces 3 BD, même si elles sont pas toutes égales et qu'elles sont assez différentes, moi je l'ai toujours tout de suite mis dans le panthéon des nouveaux scénaristes, quoi. Donc c'est pour ça que quand j'ai appris après derrière qu'il était en train de travailler sur Marvel, je me suis dit bah tiens, ça va peut-être faire du bien à Marvel, quoi, parce que s'il le laisse travailler, il est quand même très fort, quoi. Mais là on en revient à ce que tu disais, c'est qu'il sépare vraiment ses styles indé et ses styles. Bah, chez Marvel il a pas non plus fait des énormes trucs incroyables, tu vois. Par rapport justement à Judas, que j'ai eu la chance de lire aussi, c'est particulier, hein, si vous tombez dessus. Et d'ailleurs, tu vois, pour cette croyance est très très particulière. Et pour reboucler, en fait, quand on a commencé à travailler sur le titre et qu'on l'a signé, le premier message que je lui ai envoyé à Loveness, je lui ai dit tu vois, est-ce que tu as lu le codex manichéen et les codex gnostiques, quoi? Il m'a fait ouais, c'est pour ça que j'ai écrit Judas. J'ai fait ok, d'accord. Non, c'est pas moi qui me suis planté, c'est-à-dire qu'il a vraiment cette approche-là, qui est celle de Philippe Cadic aussi. Philippe Cadic était un de ceux qui a permis dans les années 70 de voir réapparaître comme ça dans la pop culture toute cette tradition gnostique avant que Matrix et tout le reste reviennent après derrière, quoi. D'ailleurs, ce qu'on a oublié de dire sur Skies of East Berlin, c'est quand même que c'est très très beau aussi. C'est magnifique, ouais, mais c'est l'équipe, hein, c'est parce que c'est vraiment Esteren et c'est les couleurs. Patricio Delpech. Delpech, ouais. Quand ils sont tous les deux ensemble, ils c'est un sont pote de Michel. Putain, je le savais, je l'ai vu venir, mais je l'ai vu dans tes yeux s'éveiller. C'est terrible. C'est terrible. J'essaye de rester sérieux, moi. Surtout quand tu le sais, quand tu le vois arriver, tu te dis mais il va pas la faire, Et elle arrive. Et après t'as l'air con. Voilà. Non, mais c'est vrai que les deux, en tout cas les deux, quand ils travaillent ensemble, ils sont dingues. Et d'ailleurs, c'est la même équipe qui travaille sur Sandman. C'est Delpech aussi ou pas? Si, il me semble que c'est Delpech. Vérifier. Sur le Nightmare Country. C'est possible parce que ça a un peu la même palette chromatique. Parce que c'est vraiment, ouais, ils comme si, espèce d'effet c'est un peu granuleux, comme quand on avait fait Automnal, tu vois, quand t'avais Wordy et puis Sheehan. Le mélange des deux fait un truc tout de suite. T'as l'impression qu'ils sont faits une espèce de couple en fait qui fonctionne naturellement, quoi. Ouais. Donc oui, non mais c'est magnifique. Et par contre le fait que, parce qu'en fait on a un projet avec Esteren. Et pour l'instant il est un peu mis en pause parce que il est un peu pris par Sandman, ce qui est terrible pour nous, mais ça finira par voir le jour quand même, hein, un projet de créa, tu veux dire? Très, oui, c'est bien lui, ouais. Très très bien. Sur Dream Country, c'est bien lui. C'est ça. Non, c'est bien ce qui me semblait. On avait dû échanger là-dessus sur les réseaux en plus. Et donc 7e proposition de 2023. Le chiffre parfait selon Saint-Augustin. Tout à fait. Arrête. Il lâche tout, ça y est là. Non, mais il me parle de gnostique, de machin. J'aime l'ésotérisme. Ouais, c'est ça. Ça suffit, Nicolas. On parlera poésie après. Ah, pas trop bien. La Fontaine. Allez, donc le dernier jour de Howard Phillips Lovecraft, donc dont on avait déjà un petit peu parlé l'année dernière, parce qu'à la base tu voulais donc le sortir déjà en 2022, ça a pris un peu plus de temps, qui est écrit par Romuald. Ah non, il a toujours été prévu à cette période-là. Il devait non, janvier 2023, c'était ouais, mais mais là pour moi c'était un livre de Noël. C'est... Non, mais pour l'offrir à ton grand-père. On va faire vraiment un très gros format, donc on va peut-être rajouter des choses dedans en plus. Tu vois, on aura peut-être on est en train de travailler sur les gens qui pourraient intervenir pour faire des postfaces, des préfaces. Ah yes.
et on s'empêche rien, donc on est voilà. Ça, c'est une grosse création. Il va spoiler. De Romuald Gullivio et de donc Jakub Rebelka. Qui fait des planches complètement hallucinantes. En tout cas, sur la preview que tu as mis en ligne pour ton catalogue. Parce que le reste va être super moche. Il a pris les seules belles pages. On fait les 12 premières pages à fond, enfin les 25 premières à fond. Et après, bah, en fait, on fait des crayonnés d'enfants. Non, mais bon, moi, je voulais faire un compliment en disant que la preview est déjà ouf, mais ok, très bien, si tu veux, on peut jouer au con, ouais, mais le reste sera pas ouf. Ok, super. T'es content? C'est bon, t'as fait notre faute, très content. On depuis tout à l'heure, maintenant. T'as fait ta blague? Non, mais c'est ça, non, mais c'est moi qui fais les vannes ici, ok? Putain. Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Tu peux le frapper si tu veux, t'as le droit, hein, Qu'est-ce que c'est que ce podcast? Non, vas-y, présente-nous, bah, du coup, pour ceux qui auraient pas écouté le podcast et surtout qui comprendraient pas le titre. Ouais. Parce qu'en fait, on a tout mis dans le titre. Oui. Oui, parce que pour le coup, c'est littéral. C'est complètement littéral. Il y a un livre dans mes chiottes que j'adore, qui est le premier livre de Raël. Vas-y, parle de tes chiottes. Parce qu'en fait, je trouve que c'est le titre parfait de tous les livres de l'histoire des livres. C'est le livre qui dit la vérité. Voilà, et donc le dernier jour de Lovecraft, donc le dernier jour de Howard Liefeld. Donc je vais lire le résumé. Donc Pampan le lapin. Je crois pas en Raël, hein, c'est juste que le livre me fait marrer. T'inquiète, c'est bon. Non, ça ne parle pas de Pampan le lapin. Rien à voir, ça parle de Lovecraft vraiment et de son dernier jour. Ouais. Sur son lit de mort. Ouais, c'est compliqué, c'est simple et compliqué. C'est presque la dernière seconde de la vie de Lovecraft, voilà. Et c'est comment on s'intéresse autant à l'homme, à ce qu'il était de plus horrible, mais qui correspond aussi à son époque. C'est-à-dire qu'il faut aussi recontextualiser le personnage. C'est-à-dire que oui, c'était un antisémite, mais l'époque l'était. Mais bon, ça va. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il était contemporain de son époque, avec toutes les tares de son époque aussi, quoi. Il a été néo-fasciste. Après, il a quand même plutôt aimé Roosevelt à la fin. Enfin, tu vois, bref, c'est un personnage qui est très compliqué, mais qui est un personnage qui a beaucoup et énormément de zones d'ombre. Donc en fait, Romuald en fait avait écrit ce texte, parce qu'en fait à la base c'est vraiment un texte qui est presque une pièce de théâtre en fait, sur la mort de cet homme, de cet auteur, et surtout de cet auteur qui avait pour absolu de disparaître après sa mort. Il disait on n'est rien, on est des poussières d'étoiles, on disparaîtra. Mais la réalité c'est que Lovecraft il est encore là aujourd'hui. Et donc on essaye de confronter un auteur avec ses zones d'ombre encore une fois, mais à sa survie d'auteur en fait, et qu'en fait il ne pourra pas disparaître. Donc on le confronte à ses créations et à sa vie. Voilà. Et on le confronte même à ceux qui lui ont permis de survivre aujourd'hui. Quelles sont les grandes personnes qui l'ont fait survivre et qui voilà. C'est qu'on crée le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Par exemple, non, c'est-à-dire que tu disais aussi que tu prévoyais vraiment un très grand format, celui-là par contre. Ouais, je pourrais pas te dire, mais ouais. 190, 300, il y a marqué. Non, mais voire même plus en fait. Plus. Plus encore, enfin plus et toujours plus, voilà. Non, mais j'en sais rien en fait. Là, il est encore un peu tôt. Si on est encore en train de voir, ça va aussi dépendre du matériel supplémentaire qu'on va mettre dedans, parce qu'on a envie de l'enrichir, parce que c'est vraiment la disparition de cet homme qui va être qui va partir en voyage en fait, qui va partir en voyage dans ce qu'il a été, en tant qu'homme et ce qu'il a été en tant qu'auteur. Et dans ce qu'il sera du coup. Et dans ce qu'il sera, parce qu'en fait là, non, ça apparaît pas dans les premières planches, mais en fait il y a un personnage, on commence par une voix off en fait, d'un personnage qui t'explique qu'en fait la vie humaine n'est rien et est absurde, et que donc cet homme, Howard Philip Lovecraft, a été un auteur et personne ne sait comment il est mort à part moi parce que j'y étais. Voilà. Et en fait, t'es emporté comme ça. Tu pars de paysages complètement lunaires et étranges qui ressemblent aux univers de Lovecraft pour pénétrer dans la chambre d'hôpital de Lovecraft au moment de sa mort. Et donc ça commence par des dialogues en fait comme ça d'un homme en fait qui quand il va rentrer, je spoil pas le truc, mais quand il rentre dans l'hôpital et il a son journal dans la poche, et c'est le journal, c'est la chute du World Trade Center. C'est-à-dire qu'en fait on essaye, c'est tout un récit comme ça sur la temporalité, le temps. Qu'est-ce que ça veut dire le temps? Est-ce que Lovecraft a eu raison sur certains de ses écrits? Est-ce qu'on a découvert des choses qui, une réalité, c'est toujours les fantasmes d'auteurs deviennent d'une certaine façon réels, et on ne sait pas si c'est eux qui ont influé le réel. Enfin, tu vois, t'as toujours ces questions qui restent en suspens, quoi. Et donc on le confronte comme ça à toute sa vie.
donc il va être confronté même à des grands auteurs du passé. Tu supervises beaucoup un peu la Lurkosa ou tu les laisses faire complètement Très sincèrement, quel est ton rôle lu le là-dessus? texte, j'ai demandé un changement, qui est une blague que personne ne va voir dans le bouquin. Parce que la blague elle était pas ouf ou parce que juste elle était trop obscure? Non. C'était genre gnostique. Non, c'était. Disons que j'ai inséré la chambre 217 et la chambre 237. Voilà. D'accord, ouais. Avec T'as inséré une blague, t'as pas retiré une blague. Non, j'ai juste dit là on Private joke de Lovecraftien. Non, mais voilà, mettre du Kubrick, c'est toujours rigolo. Oui, parce que je veux dire c'est Kubrick, mais ok. C'est Kubrick, Stephen King, et donc il y avait l'auteur. Et du coup, il y aura Kubrick dans la BD, ok, c'est bon. Info exclusive, il y aura Del Toro aussi. Non, il y a des gens que t'aimes bien, je pense, qui apparaîtront. Mais Corentin n'aime personne. Il y aura des barbus. Il y aura des barbus, ouais, je pense. Il y aura des barbus. Est-ce qu'ils seront anglais? D'accord, ouais, très, très bien. Bon, bah, de toute façon, on en reparlera aussi en détail avec l'auteur et potentiellement l'artiste. En tout cas, l'auteur est français, Alors, donc c'est quand même plus facile. Yacoub, il est polonais, mais Yacoub se déplace très peu. Ouais. Il est à un côté très ermite. Bon, on va aller le voir chez lui, on va le tirer. Et c'est drôle, c'est que la façon de travailler de Yacoub, elle est fascinante, quoi. Il passe son temps à faire des peintures, tu vois, à couper des morceaux, à les scanner, à les repeindre numériquement. Enfin, graphiquement, c'est particulier. Hein, ouais, c'est ouf. Moi, je trouve que c'est ouf, quoi. Mais d'ailleurs, vu que Culbard, par exemple, c'est un grand Lovecraftien lui aussi. Tu peux pas le faire contribuer un peu pour une petite. Ouais, on est au moment en fait où on se demande qui on aimerait faire intervenir dessus, et on sait pas ce qui pourra se faire ou non, mais on a des grandes envies, quoi. Ouais, c'est comme ça que tu peux accompagner l'album. Enfin, et c'est pour ça aussi, donc tu disais avant que tu le fais juste une seule sortie en fait sur la deuxième moitié de l'année. Bah déjà parce que c'est une période qui est super chargée, tu vois bien. Bah justement, tu parlais des grands formats, tu vois Urban, t'as Panini qui veut me balancer plein de trucs. Donc je me dis, ça sert à rien d'en rajouter, essayons d'en avoir qu'un et qui ait tout son espace. Et vous pourrez bien communiquer dessus, défendre le truc et tout. Et puis là, il est quasiment fini le bouquin, donc enfin vraiment, on est au niveau des détails et tu vois des petites corrections à droite à gauche, donc ouais, non, c'est là pour moi c'est vraiment un gros morceau, même pour moi, parce que je suis un grand dingue de Lovecraft comme Romuald. Non. On est pareil, mais plus, encore une fois, nous on est plus. Vous attendez pas à avoir des tentacules dans le bouquin, quoi. C'est pas du tout cette volonté d'aller vers ça. Arnaud fait une motriste. On est plutôt vraiment dans ce que c'est que cet auteur, qu'est-ce qu'il représente de bien, de mal, et surtout la question. Nous on est plutôt intéressés par le littérateur Lovecraft, pas par le Cthulhu qui apparaît 2 fois dans les bouquins, une fois seulement même chez Lovecraft, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Moi, la prose de Lovecraft me fascine, son écriture, son intention, ça me fascine. Moi, la monstruosité, l'horreur de Lovecraft m'intéresse pas du tout. Enfin, c'est pas qu'elle m'intéresse pas, mais elle est accessoire, elle vient participer à quelque chose d'un autre niveau. Ok, très bien. Eh ben, le mot de la fin, c'est quoi, Nicolas? La fin. Yes, c'est parfait. C'est le mot de la fin, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2023? Quel est ton souhait un petit peu? Comment on peut t'aider un peu à visiblement que les Raéliens dominent le monde. J'ai bien tout compris. Non, mais qu'est-ce que t'espères du coup un peu pour cette année? Voilà, avec cette approche, on voit quand même donc les suites de séries, les nouveautés et donc les créations originales. De toute façon, c'est ta ligne maintenant que tu sens que 404 peut commencer à voguer un peu sur cette ligne. Non, tout est à refaire tout le temps. Ouais. Non, mais vraiment, genre l'édition. D'accord, en 2024, il y aura des BD de cul. Ouais, trop bien. Non, ça jamais avec moi. Pas du tout. Non, je suis navré. Je suis puceau. Non, mais j'aime beaucoup la BD érotique, mais par contre, à titre personnel, enfin, il y a des choses que j'aime en tout cas dedans, mais c'est pas ce que tu veux faire. Je suis un garçon plutôt prude. Oui. Absolu. Ouais, sauf pour le sang et un truc comme ça. Oui, mais même, il faut toujours que ce soit justifié. La sexualité me dérange pas, mais bref, là, on va rentrer dans une psychothérapie absurde. Allonge-toi sur le divan. Il est fait pour ça. Mais non, tout est à refaire. Vraiment, l'édition, c'est vraiment Sisyphe. C'est-à-dire que tu prends le bouquin, tu essaies de le monter en haut, puis le prochain, en fait, il te retombe dans la gueule, et tu retombes en bas, et tu remontes le bouquin. C'est un travail sans fin. Ce qui est épuisant, faut pas se mentir, mais ce qui est aussi très excitant, parce que ce qui est excitant, c'est d'avoir l'impression de faire le bon boulot, enfin, et de créer quelque chose, et en tout cas créer, j'espère, une attente chez certaines personnes, quoi.
Pas chez tout le monde a priori, mais Oh, je pense que le bouquin sur Lovecraft, ça va. À mon avis, il y a quand même des fans de l'autre côté de l'océan qui. ouais, mais tu vois, j'aimerais. Enfin, tous les titres méritent pour moi tu vois, de rencontrer leur public. The Blue Flame, j'ai de grands espoirs que ça valide effectivement l'écriture de Christopher en France, quoi. Et j'espère que Loveness, les gens vont le découvrir et se dire waouh, c'est un super auteur, quoi. Il a une façon très particulière d'écrire. Et découvrir ou redécouvrir le travail de STRN. J'espère que, tu vois, Big Under, les gens vont se dire ah, c'est rigolo de travailler comme ça sur les personnages, et ainsi de suite. Tu vois, que Duns, les gens vont se dire ok, en fait c'est un super dessinateur en plus de faire des blagues débiles, tu vois. Parce que c'est aussi ça, de Jens, c'est aussi un dessinateur hors pair. Je veux dire, quand à Angoulême, passez le voir, vous allez voir comment il dessine, c'est fascinant, quoi. Et ainsi de suite. En tout cas, j'espère que les gens ont un peu d'appétence et un peu de curiosité, parce que je pense que ce qui manque beaucoup en ce moment, c'est, tu vois, la capacité, en tout cas, à s'offrir, à se permettre la curiosité. Et juste sur la suite de la suite de la suite, t'as déjà des réflexions, des projets, des plans pour 2024, oui. Ouais. Là, en créa, en importation. J'ai des créas en cours, en tout cas des envies qui sont écrites, en tout cas posées, tu vois, pitchées et tout, et justement une avec Lisandro Esteren. En tout cas, il veut absolument la faire. Donc on l'attend. Puis effectivement, des achats que j'ai envie de faire. Ouais, des trucs, en fait. Il y a des titres, voilà, j'ai envie d'y aller et je pense qu'on va les signer là, incessamment sous peu. Et puis il y a des gens qui vont revenir aussi encore. Yes. Très bien. Très bien. Bah écoute, de toute façon, on se retrouvera à ce moment-là pour en parler, pour faire le détail. De toute façon, on se voit à Angoulême. Oui, et puis on se verra à Angoulême, puis on aura justement des super fans à faire avec tes auteurs vu qu'ils seront sur place pour accompagner un petit peu tout ça. Non, juste avec les auteurs du coup, pas parce que... Oui, tu sais, je suis toujours là, tu sais, j'essaie de traîner, c'est un peu comme l'âne de Shrek, tu sais, choisir. Très bien, bah écoute, merci beaucoup Nicolas Beaujoin, donc de 404 Comics, qui nous a fait un peu le bilan de l'année, nous a présenté l'année à venir. On vous reparlera bien entendu de ces titres au moment de leur sortie, puisque c'est ce qu'on fait tout simplement avec le podcast First Print. On vous rappelle que si vous appréciez ces émissions, n'hésitez pas à le faire savoir, et notamment en partageant les podcasts partout sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes libraire aussi, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à transmettre la bonne parole du podcast par tous les moyens possibles. Et Nicolas, on se dit à la prochaine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Salut.